Voilà, donc bienvenue à toutes et à tous à ce cinquième webinaire qui porte l'intitulé Les jeunes et les parcours et leur parcours d'habitat. Merci à nos invités et aux participants. Pour chacune et chacun, on va prendre un petit temps introductif. Mélodie, si tu veux bien je te Oui, propose, je te cède la parole et puis on je interviendra te la pour rendrai. rappeler un peu qui on est, ce qu'on fait, les règles. Et puis après, on va céder gentiment la parole à Julien et Gabriel. Et ensuite à Ali et Gaëtan qui nous diront d'où ils parlent et qui ils sont. À tout de suite. Merci Emmanuel. Donc, pour rappel, donc, ce webinaire, il est organisé dans le cadre du réseau Jeunesse Ardèche. J'en profite pour vous dire que vous êtes enregistrés. Donc, si vous voulez fermer vos caméras, etc., et qu'on ne voit pas vos têtes à l'écran, c'est le moment de le faire. Il sera publié, ce webinaire, courant décembre sur le site de l'Observatoire de la Jeunesse Ardèche, à peu près, on va dire, avant le 15 décembre. Et il sera présent donc sur le site avec 4 autres webinaires qu'on a fait depuis le début de l'année 2023. Donc, un premier qui traitait des questions de mobilité et d'habiter des jeunes en ruralité, avec notamment Mélanie Gambino qui est dans la salle aujourd'hui. Second webinaire qui traitait, lui, des données statistiques de l'INSEE relatives aux jeunes dans les territoires ruraux et qui était mis un peu en exergue avec l'engagement des jeunes. Un troisième qui traitait des questions, des aspirations des jeunes, qu'elles soient matérielles, économiques, sociétales ou encore environnementales à l'heure des transitions. Et enfin, le quatrième qui était, lui, sur les questions de précarité des jeunes. Le webinaire d'aujourd'hui qu'on vous propose est donc sur le thème de l'habitat et du logement chez les jeunes. On a choisi de traiter les questions d'habitat et de logement comme un accès aussi aux conditions, pardon, il faut que je un accès à l'autonomie pour les jeunes et notamment pour les jeunes ruraux, comme on pourrait traiter les questions d'accès à l'emploi, sur les questions d'accès à l'autonomie. Et notamment dans le quatrième webinaire que vous pourrez regarder en replay, donc Clément Reversé parlait des questions de précarité économique des jeunes et notamment les questions de précarité par rapport à l'accès à l'emploi. Donc, pour cela, nous avons aujourd'hui, donc nous avons choisi de les nommer, comme on leur a dit, par leur prénom, et puis ils se présenteront mieux après. Julien et Gabriel de la chaire de recherche publique des politiques sociales et membre du laboratoire Pacte de l'Université Grenoble-Alpes, qui sont tous les deux chercheurs et qui ont entre autres travaillé sur les situations de précarité des jeunes en s'intéressant notamment à leur parcours d'habitat précaire et à leur relation à l'offre sociale. Cette intervention d'environ entre 30 et 45 minutes sera suivie de 2 autres interventions, celle de Ali Zarik, qui est lui situé dans le Gers et qui est directeur de l'association pour le logement des jeunes dans le Gers, qui nous fera part de ses missions, de son intervention au niveau des jeunes dans leur parcours d'habitat. Et elle sera terminée par celle de Gaëtan Amand, qui est directeur, lui, de Habitat Jeune à Privas, qui nous relatera aussi comment il interagit dans les parcours des jeunes. Ce que je vous propose pour pas perdre trop de temps, c'est Julien, Gabriel, de vous laisser la parole. Merci à tous d'être là. Et puis on fera un temps de questions-réponses a posteriori des interventions. Vous pouvez d'ici là les poser dans le chat et on se permettra peut-être d'intervenir. Merci. Merci Mélodie. Bonjour à toutes et tous. Merci Emmanuel, Mélodie pour cette invitation à participer à ce webinaire. On est ravis de pouvoir partager avec vous quelques éléments issus d'une recherche, mais on le verra en fait, c'est plutôt une articulation de différentes recherches qui nous amène à à nous poser un certain nombre de questions. Euh, alors je vais me présenter, mais d'abord peut-être juste contrevenir à la règle qui vient d'être formulée en disant que si jamais vous avez des questions en cours de route, n'hésitez surtout pas en fait à nous faire signe pour qu'on puisse y répondre parce que l'idée c'est pas nécessairement de faire un tunnel de 30 ou 40 minutes pour présenter nos éléments, mais aussi on a beaucoup d'éléments, de matériaux, de choses de situations sur lesquelles on pourra revenir éventuellement. Donc n'hésitez pas à nous demander des précisions, des clarifications, etc. On répondra bien volontiers. Et c'est plutôt comme ça qu'on envisage les choses.
Alors, moi, je suis Julien Lévy, je suis sociologue et politiste. Donc, je suis co-porteur de la chaire de recherche publique des politiques sociales, qui est une chaire du laboratoire PACT, du laboratoire de sciences sociales PACT à Grenoble. Cette chaire, elle est également abritée par la fondation de l'université Grenoble-Alpes. Donc voilà, moi, je suis chercheur à l'université Grenoble-Alpes. Gabriel, peut-être je te laisse dire un mot. Du coup, bonjour à toutes et tous. Gabriel Uribe-Larrea. Donc, moi, je suis sociologue et je comporte également la chaire publique des politiques sociales avec Julien, mais on va vous présenter, on va d'ailleurs commencer par là, en fait, par vous présenter un peu plus cette chaire. Oui, vous en dire deux mots. Alors, je vais partager un support de présentation. Hop. Vous me direz si ça fonctionne correctement de votre côté. Normalement, ça devrait être bon comme ça. Est-ce que c'est OK pour vous? Oui, c'est bon. OK, super, parfait. Donc oui, peut-être déjà commencer par vous dire un mot sur la chaire publique des politiques sociales, qui est une chaire assez récente, puisqu'en fait, donc c'est une chaire de recherche du laboratoire PACT, abritée par la fondation UGA, que nous avons, que j'ai participé à créer en 2019. Donc c'est une chaire qui a maintenant un peu plus de 5 ans. C'est une chaire de recherche qui interroge les relations au départ entre l'offre sociale et ses destinataires, ses publics, en fait, en plaçant la question des publics, ressortissants, usagers au cœur de nos travaux de recherche sur les politiques sociales, et notamment les politiques de lutte contre les exclusions et le sans-abrisme, qui sont plutôt les thèmes sur lesquels nous travaillons à l'origine avec Gabriel, mais également avec d'autres collègues qui ont participé à la chaire, je pense notamment à mon collègue Louis Bourgois, avec qui j'ai créé la chaire. Donc, l'avantage de cette chaire de recherche, c'est que c'est une recherche qui conduit des recherches indépendantes, qui cherchent, ça c'est l'un des principes importants pour nous, à entretenir un dialogue permanent avec les différents acteurs concernés par les sujets que nous travaillons. Quand on dit l'ensemble des acteurs concernés, ce sont évidemment à la fois les professionnels de terrain, les gestionnaires, les responsables politiques travaillant sur ces questions, les administratifs, mais également évidemment les publics concernés. Donc on essaye, chemin faisant, dans chacune de nos recherches, de tenir un peu ces dialogues-là. Alors, parfois dans des mêmes espaces, mais d'autres fois dans des espaces différents, en essayant de pouvoir à la fois creuser les questions, essayer de les préciser au moment où on lance les recherches, mais aussi de les partager chemin faisant et de les diffuser, de les valoriser dans différents espaces. C'est des choses importantes pour nous, et c'est aussi pour ça que c'est important pour nous d'être là aujourd'hui pour aussi partager avec vous des éléments qui sont alors pas tout à fait finalisés encore, mais qui sont en voie de finalisation. Un élément qui est un peu lié à ce point-là et qui est un autre élément important pour nous, même s'il n'est pas, on ne le fait pas de façon générale, mais on cherche aussi au sein de la chaire à contribuer au débat actuel dans le champ scientifique sur la participation des personnes à la définition et à l'évaluation des politiques sociales, mais plus largement à la place des différents savoirs dans la construction des politiques ou dans la façon de les comprendre. Et en fait, de ce point de vue-là, on met en place un certain nombre de méthodes qu'on appelle, alors on parle maintenant de recherche participative ou collaborative. Nous, on essaye de développer alors, des recherches qu'on appelle participatives, c'est-à-dire qui impliquent de bout en bout, dès la définition du projet de recherche, dès les questions de départ, dans la définition des outils et des méthodes, dans la réalisation du terrain, mais également dans l'analyse, dans l'écriture et dans la valorisation, l'ensemble des parties prenantes ou une partie des parties prenantes. Donc on essaye de faire ça. On vous donnera, si vous avez des questions là-dessus, des références, mais notamment, Gabriel a coordonné une recherche de ce type qui a donné lieu à un ouvrage récent sur l'hospitalité des centres d'hébergement et de réinsertion sociale, qui est le fruit d'une recherche participative de plus de 2 ans et qui a donné lieu donc, à un ouvrage publié aux presses de Rhizome il y a quelques mois maintenant. Donc voilà pour un peu ces éléments de contexte, qui sont des éléments de contexte, mais importants pour nous parce que ça vous donne aussi un peu le ton de notre manière de procéder. On réalise principalement des recherches qualitatives, mais des recherches qui cherchent à être en prise avec le terrain et à entretenir un dialogue constant. Et c'est un élément un peu crucial dans notre manière de fonctionner. Alors, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est peut-être vous expliquer comment on en est venu à vouloir travailler sur cette question de ce qu'on a nommé, nous, les habitats de passage des jeunes. Qui est donc l'objet de la recherche que nous réalisons et dont nous allons finaliser le rapport dans les prochaines semaines, et qui, au final, vous le verrez, prend son origine à partir d'une première recherche que nous avons réalisée sur deux métropoles, les métropoles de Grenoble et de Lyon, au sein desquelles
nous avons cherché à comprendre une politique qui se mettait en œuvre, la politique du logement d'abord, en nous appuyant, en termes d'analyse, exclusivement sur les personnes accompagnées dans le cadre de cette politique. Alors, je vais peut-être vous dire deux mots très rapides sur ce qu'est le logement d'abord, parce que peut-être que toutes et tous n'êtes pas nécessairement au fait de ce que ça signifie. La politique du logement d'abord, c'est une politique qui apparaît, enfin, qui existe au niveau international dans différents pays depuis les années 90, mais qui apparaît en France, commence à apparaître en France à partir de 2009, à travers de différentes actions, et qui finalement va prendre un peu plus de consistance à partir de la mise en œuvre d'un quinquennal logement d'abord en 2017, et qui se prolonge aujourd'hui. Cette politique, elle consiste à ce que des personnes qui sont privées de domicile personnel accèdent directement à un logement et y soient accompagnées, alors que de façon classique, traditionnelle, dirons-nous, le logement d'abord, enfin les politiques d'hébergement et d'accès au logement sont plutôt construites sur un système en état qui consiste à ce que les personnes passent d'abord par une série d'hébergements, que ce soit d'hébergements d'urgence, d'insertion, etc., avant d'accéder à un logement. Donc la politique du logement d'abord, elle affirme en tous les cas la volonté de modifier ces modalités, ces logiques de prise en charge, ces principes de prise en charge, en proposant aux personnes d'accéder directement à un logement. Donc nous, on a voulu nous intéresser à cela en interrogeant des personnes sur différents territoires au long cours. Donc on a interrogé 81 personnes de façon répétée pendant un peu plus de 3 ans. Et plusieurs constats ressortent de cette recherche et qui nous conduisent à nous intéresser à cette notion d'habitat de passage. En premier lieu, les personnes que nous avons interrogées nous disent en amont de leur accès au dispositif Logement d'abord que ils nous décrivent des parcours qui sont faits d'une succession d'habitats précaires, qui soient des habitats précaires institutionnels ou non, hein. Ça peut être des structures d'hébergement, mais ça peut aussi être, on le verra, tout un tas d'autres habitats, parfois de fortune, mais aussi des hébergements chez d'autres, etc. Et notamment un nombre important donc, de personnes qui nous disent d'être hébergées justement par des particuliers, par des proches, de la famille, des amis, des gens rencontrés, etc. Donc on a déjà ce premier élément en amont de l'arrivée dans les dispositifs logement d'abord. Et puis, un autre élément qui renvoie plutôt à ce qu'on observe dans le cadre de la prise en charge du logement d'abord, où là, on observe des habitats ou des statuts d'occupation intermédiaire avant d'accéder à un logement en tant que locataire en titre. Donc, je vous l'ai dit, hein, le logement d'abord, ça consiste normalement à arriver directement dans un logement, idéalement avec un statut de locataire en titre, et là, on constate que ce n'est pas le cas. Et en l'occurrence, on constate que cette réalité des statuts ou des habitats intermédiaires concerne en particulier les personnes de moins de 30 ans que nous avons interrogées, et encore plus les moins de 25 ans. Donc voilà pour les éléments de contexte qui déjà nous mettent un peu la puce à l'oreille au regard de cette recherche et nous invitent à creuser davantage la question et la situation des jeunes. À ce moment-là, dans le rapport, on avait utilisé la notion d'habitat de passage pour qualifier ces situations particulières, ces situations transitoires, hein, qu'il s'agisse d'habitat ou de statut transitoire. Et donc, on est allé creuser un peu dans le champ académique, voir si cette notion d'habitat de passage avait déjà été mobilisée. Alors, elle a été employée par une sociologue urbaniste, Marie Lanzaro, qui utilise ce terme pour qualifier les institutions d'hébergement social, notamment pour en qualifier le caractère provisoire, etc. Elle rappelle même qu'on parle d'habitat transitoire, de cité de transit, etc. Donc les termes même du caractère passager des séjours apparaissent dans l'intitulé même des dispositifs. Ça, elle en parle notamment dans le cadre de sa thèse en 2014. Et en fait, à part ça, on voit qu'il y a quand même d'autres auteurs et autrices qui mobilisent des notions proches qui peuvent renvoyer à cette question du caractère temporaire, passager, et qui utilisent d'autres concepts, notamment le concept de système de logement vestibulaire, qui est employée par Pascal Dietrich-Ragon et qui elle emprunte, la sociologue Pascal Dietrich-Ragon, qui emprunte cet élément-là, la professeure en sciences infirmières Jane Ball, pour désigner justement les hébergements où les personnes patientent en fait avant de trouver une place sur le marché résidentiel. Donc pour elle, cette logique-là de caractère transitoire, il a une vocation d'être une espèce d'espace d'attente qui permettrait d'être là en attendant de pouvoir accéder pour différentes raisons, hein, des questions statutaires, des questions réglementaires, des questions de ressources ou autres, peu importe, au marché résidentiel. Et puis enfin, Claire Lévy-Vrelant, sociologue également, mobilise la notion, elle, de logement de passage, mais pour qualifier plutôt les pratiques d'hébergement qu'elle qualifie formelles ou informelles, gratuites ou payantes, qui supposent l'existence d'un système d'échange entre les parties, échange dans lequel, nous dit-elle, sont mises à l'épreuve différents types. Pardon, je ne vois pas à la fin de la citation et je ne peux pas déplacer. Bon, c'est pas grave.
Hop, excusez-moi. Sont mises à l'épreuve différents types de solidarité et d'engagement. Et donc, pour elle, elle estime que elle souligne le fait que c'est un phénomène qui n'est pas nouveau, qui est un phénomène récurrent et qui concerne en particulier dans nos sociétés deux populations, les personnes migrantes et les jeunes qui cherchent à accéder à l'autonomie résidentielle. Donc, on voit que ce terme d'habitat de passage n'est pas partagé, malgré tout ces enjeux autour du caractère transitoire de l'hébergement apparaît dans d'autres circonstances et que la question des jeunes apparaît également comme étant une situation particulière de ce point de vue-là. Alors, pour nous, on fait le lien entre habitat de passage et habitat précaire, qui est un concept assez central dans nos travaux de recherche, qui est un concept qu'on emprunte à la sociologue Pascale Pichon, qui en formule une définition, notamment dans un article publié avec Élodie Jouve. Et pour elle, en fait, les habitats précaires désignent toutes les institutions d'hébergement et de logement accompagné, c'est-à-dire sous gestion assistentielle, ainsi que tous les abris de fortune et autres modalités de la débrouille nocturne, nuit d'hôtel, squat ou hébergement chez un tiers par exemple. L'habitat précaire peut être figuré comme un système en réseau, vaste et complexe, dans lequel les personnes évoluent le plus souvent pendant de nombreuses années, sans accéder à un statut de locataire, de plein droit ou de propriétaire. Donc pour nous, cette définition, elle n'est pas, c'est pas une définition qu'on pourrait considérer comme finalisée, puisqu'on la met au travail, mais elle nous sert de support pour essayer de réfléchir au-delà des statuts institutionnels ou non des habitats, au-delà des types, au-delà des formes, pour penser de façon plus générale, en fait, les parcours des personnes et ce qui relève de, justement, pour essayer de comprendre quels sont les types de précarité. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a fait au travers de différentes recherches, où pour nous, en fait, au regard de différents travaux, alors notamment cette recherche sur le logement d'abord, mais pas exclusivement. Notamment là, on a finalisé récemment une recherche sur le sans-abrisme et l'habitat précaire en milieu rural dans le Rhône, qui nous a permis de préciser un peu ces éléments relatifs à l'habitat précaire. On observe finalement trois formes de précarité différentes. Certaines sont proches, hein, mais trois formes de précarité différentes qui nous semblent importantes à distinguer. Une précarité matérielle qui renvoie à la qualité des lieux dans lesquels les personnes habitent. Alors là, pour le coup, on va avoir des personnes qui nous décrivent des installations difficiles, des formes de cohabitation contraintes, des manques d'intimité, etc. On va avoir une précarité statutaire. Donc, selon des modalités variables, on a des personnes qui ne disposent pas d'un statut légal d'occupation de l'habitat, leur permettant ou leur garantissant de demeurer dans ces lieux de façon légitime ou durable. Alors, pour le coup, on a à la fois des personnes, par exemple, qui vont se retrouver menacées d'expulsion, où là, pour le coup, légalement, des procédures sont en cours, etc. On va avoir des personnes qui vivent en squat et qui occupent des lieux de façon non légale et donc illégitime avec la menace d'être expulsées. On a des personnes qui sont hébergées par des proches, où là, pour le coup, on a toujours le risque de se voir, que l'hospitalité s'interrompe à un moment donné et de se retrouver mis dehors par ses proches. Et puis même au sein d'établissements sociaux qui, pour partie d'entre eux, pour la majorité même d'entre eux, formulent quand même des contrats d'hébergement avec des durées. Et pour le coup, des durées qui parfois peuvent être très courtes. Je pense à ça parce qu'on revient là récemment, il y a une actualité un peu saillante là en ce moment sur la métropole de Lyon, où à nouveau on retrouve des séjours d'hébergement de 3 jours. Les personnes sont hébergées 3 jours en urgence, puis remises à la rue 3 jours, puis ont le droit de revenir. Mais c'est la règle des 3 jours, 3 jours, 3 jours dedans, 3 jours dehors, qui était une règle qu'on observait sur différents territoires auparavant, qui s'était arrêtée pendant quelques temps et qui là revient, faute de moyens, sur la métropole lyonnaise. Donc on voit qu'en fait, on a quand même des éléments liés à ce type-là. Et puis une troisième précarité qu'on a voulu distinguer, qui est en lien avec cette précarité statutaire, mais qui a quand même son caractère propre, qui est cette précarité temporelle. Donc, en lien avec, donc, je le disais, le point précédent, et ce sont des personnes qui finalement ne maîtrisent pas la durée de leur séjour dans ces lieux. Et donc, selon des modalités variables, ces habitats sont toujours provisoires et les personnes, en tous les cas, n'ont pas vocation à pouvoir y demeurer indéfiniment. Et cette question-là de ne pas pouvoir y demeurer indéfiniment, c'est un élément important sur cette dimension d'habitat de passage. Alors, finalement, l'habitat de passage, c'est pour nous une modalité d'habitat précaire. Et on voit que ça peut prendre des formes hétérogènes. On va avoir à la fois, comme je le disais, des personnes qui sont hébergées par des particuliers, des personnes qui sont dans des hébergements institutionnels, des fois des jeunes travailleurs ou autres, mais des personnes qui sont en squat, en camping ou dans tout un tas d'autres situations.
Ces habitats articulent donc diversement des espaces qui sont individuels ou collectifs, hein. On voit qu'il y a des matérialités dans lesquelles ça peut s'exercer qui sont très différentes en fonction des situations. Et à nouveau, que ce soit dans le cadre institutionnel ou non, hein, il y a des squats où il va y avoir des espaces partagés, des espaces d'intimité, d'autres non. Il va y avoir des structures d'hébergement dans lesquelles les personnes vont être hébergées dans des choses très proches du logement individuel, tandis que dans d'autres situations, ça ne va pas être le cas. Gabriel y reviendra d'ailleurs sur un certain nombre d'éléments. Donc voilà, on a des matérialités différentes. Et donc la caractéristique commune, c'est que les personnes, donc ici les jeunes qui vivent dans ces habitats, n'ont pas vocation à y habiter indéfiniment. Donc ça, c'est vraiment le point central, le dénominateur commun pour nous des personnes se trouvant dans les habitats de passage. Alors, dans le cadre, donc on a décidé en fait de creuser cette notion d'habitat de passage, partant de cette recherche sur le logement d'abord et d'autres préoccupations, on a décidé de poursuivre, d'avoir une recherche spécifique portant sur ces expériences d'habitat précaire des jeunes. Et donc, en essayant de faire de mobiliser deux corpus, à la fois de produire une analyse secondaire des données de la recherche sur le logement d'abord, que nous avions récoltées. Donc ça, c'est pour nous, c'était important pour nous de continuer à creuser ces entretiens-là. Donc on avait des enquêtés dont l'expérience des habitats de passage, là pour le coup, était liée à un élément commun, c'était le fait que leur privation de logement était liée à une situation économique de précarité. Et donc, on avait aussi une autre caractéristique, c'était qu'on avait enquêté des gens qui étaient en milieu métropolitain, urbain métropolitain. Donc ça, c'est un point important. Si on s'arrêtait sur ce corpus-là, des entretiens réalisés dans le cadre du logement d'abord, hein, de cette recherche sur le logement d'abord, en fait, on pouvait avoir l'impression que finalement, ces habitats de passage, c'était des habitats précaires pour des personnes précaires, puisque les personnes que nous avions interrogées étaient des personnes précaires du fait même du cadre de l'enquête que nous réalisions. Donc on avait envie de tester, de voir en fait si ces habitats de passage ne concernaient pas aussi d'autres populations sur d'autres territoires et dans d'autres situations, notamment des personnes non précaires. Et donc on a, à ce corpus d'entretien déjà réalisé dans le cadre de la recherche sur le logement d'abord, décidé de mener une enquête complémentaire hors des métropoles et auprès d'une population diversifiée de personnes âgées de moins de 30 ans qui pouvaient faire l'expérience des habitats de passage dans d'autres situations, et notamment des personnes qui pouvaient se retrouver dans des situations d'habitat de passage pour des raisons professionnelles, dans le cadre d'études ou autres. Donc on a engagé cette recherche avec le soutien de l'INGEP, par le biais d'un appel à projet de recherche de l'INGEP, que nous avons obtenu. Vous voyez, on a à la fois donc, cette première enquête, logement d'abord saisi par ses destinataires, avec nos différents financeurs, donc la métropole de Grenoble, celle du Grand Lyon, S Métropole Habitat qui est un bailleur lyonnais, et l'Union sociale pour l'habitat qui est la fédération des bailleurs sociaux au niveau national. Et puis donc ce deuxième volet de l'enquête qui est financé par le biais de cet appel à projet de l'INEA. Au final, ça nous donne un échantillon voilà, d'une cinquantaine de personnes, hein, donc avec une diversité de profils. Je passe rapidement là-dessus. Je pense que les illustrations que Gabriel pourra donner sur les éléments issus un peu de cette analyse vous permettront aussi d'y voir un peu plus clair sur les profils des personnes que nous avons interrogées. Donc, je te passe la parole, Gabriel. Ouais. Attends, juste, pardon, si vous avez des questions, oui, n'hésitez vraiment pas. Hein. Ouais. Nous, on a une vision partielle en fait des captures des écrans, donc vous pouvez directement prendre le micro et nous couper hein, si jamais. Donc finalement, avec cette analyse secondaire des données issues de la recherche sur le logement d'abord saisies par ses destinataires, et du coup l'enquête complémentaire qui a été menée sur toute un ensemble de situations d'habitat de passage des jeunes, finalement, le travail de recherche, il a trois directions, trois questions, on va dire, principales. La première, c'est de comprendre comment ces jeunes accèdent à ces habitats de passage. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est comment on vit, comment on habite, comment les jeunes habitent dans ces habitats de passage. Et l'idée, ensuite, la dernière question, c'est comment on quitte ces habitats de passage et comment on accède à ce qu'on a appelé un logement à soi. Alors là, dans le cadre qui nous est donné, on ne va pas avoir le temps de traiter de ces trois questions. On va traiter plutôt les deux premières. On pourra revenir éventuellement sur la troisième dans les échanges et puis après avec les interventions qui vont suivre. Mais donc, du coup, on va aborder l'accès à un habitat de passage et les manières d'habiter ces habitats de passage. Donc, concernant l'accès à un habitat de passage, on peut observer deux modalités principales.
La première, elle consiste à solliciter un habitat de passage. Alors, solliciter, ça veut dire que des jeunes vont explicitement, directement solliciter des proches, un employeur, des institutions qui pourraient leur proposer un éventuel habitat de passage, c'est-à-dire un habitat à durée déterminée, dont la durée déterminée est à qualifier au regard de la situation. Donc là, par exemple, on a mis un extrait, on va prendre comme ça quelques extraits pour donner à voir un peu la diversité des situations et pour aussi voilà, partir de situations concrètes. Ici, c'est par exemple Thibaut, donc 32 ans. Alors sur le corpus, on est plutôt sur des 18-30 ans. Thibaut, en fait, c'est un cas un peu à la marge, mais qui nous intéresse parce que justement, en fait, il va mobiliser son ancienneté, ou en tout cas son expérience de travailleur saisonnier, justement à ce moment-là pour dire, ben, moi, quand je négocie un emploi saisonnier, la condition, c'est que mon employeur me propose un habitat, un logement, et j'accepte pas tout et n'importe quoi. Donc ça, c'est un élément extrêmement important. Et l'autre élément qui est important ici, et ça, on le cite, c'est donc voilà hein, ce que je vous dis, non, c'est pas à moi de trouver le logement, c'est à vous, employeur, de trouver un logement. Je viens pour, comme ils le disent souvent, donc il fait référence ici aux employeurs, on est de passage, donc non, en fait, c'est à vous de vous débrouiller, de trouver un logement. Ce qui est important ici, j'insiste là-dessus aussi, c'est que sur la catégorie de passage, on l'a thématisé là à partir de références dans la littérature, etc. Mais c'est aussi quelque chose, un terme qui est employé par les personnes qu'on rencontre, de nous dire je suis de passage, c'est un habitat de passage. Alors, habitat de passage, on ne le retrouve pas tel quel, mais il y a quand même cette idée d'être de passage quelque part. Donc, c'est aussi thématisé à partir du vocabulaire et des catégories qui sont employées par les personnes qu'on rencontre. Donc, voilà pour solliciter un habitat de passage. Dans ces situations-là, et là, on retrouve ce qu'évoquait Julien, c'est dans le corpus des expériences, des parcours d'habité des jeunes qu'on a interrogés, il y a quand même quelque chose qui revient de manière très récurrente, c'est le fait d'être hébergé par ou chez des particuliers. C'est-à-dire c'est une expérience qui est assez partagée. Elle va être plus ou moins durable selon les jeunes, mais en tout cas, il y a cette expérience-là d'avoir été hébergé par quelqu'un d'autre durant une période plus ou moins longue. Ce qui est intéressant, c'est de voir en fait par qui on est hébergé. Et ce qui ressort de l'enquête, c'est que les personnes, les jeunes qu'on a rencontrés nous disent solliciter des particuliers, euh, à- nous disent solliciter des particuliers avec qui ils estiment partager quelque chose de commun. C'est-à-dire, en fait, la sollicitation, elle n'est pas faite à n'importe qui, elle est faite à quelqu'un avec qui on pense partager quelque chose en commun, et c'est ce commun-là qui justifierait la possibilité de demander un hébergement et la possibilité que cette demande soit acceptée. Donc, le commun, il peut être très variable. Ça peut être, je découvre, donc là, c'est l'exemple de Priska, 24 ans, saisonnière et à la recherche d'un habitat dans le département où elle est saisonnière. Priska, en fait, en échangeant avec sa mère, elle va se rendre compte qu'elle a de la famille en Ardèche qu'elle ne connaît pas ou qu'elle n'a pas vue depuis très longtemps. Et du coup, c'est sur ce département-là qu'elle cherche un habitat temporaire, voilà, pour faire une recherche d'emploi, etc. Et donc, du coup, elle va recontacter un oncle euh, au regard, en fait, de ce quelque chose en commun qui est le fait d'appartenir à la même famille. Mais pour d'autres personnes, ça va être des communautés d'expérience. Par exemple, un jeune va nous expliquer, ben, moi, je vais solliciter des personnes du milieu des teufeurs. Donc, c'est son expression, milieu des teufeurs. Voilà, on partage, on a quelque chose en commun, on fait partie d'un même milieu. Et donc, c'est au regard de ces caractéristiques communes que l'on peut demander un hébergement. Donc c'est un élément important qui nous permet en fait nous on travaille beaucoup sur ces questions-là, notamment sur la recherche qu'évoquait aussi Julien et précédemment et sur laquelle on pourra revenir également, qui est une recherche sur l'habitat précaire en milieu rural sur le département du Rhône, qui est la question de ce qu'on a nommé en fait des solidarités du proche, c'est-à-dire en fait tout un ensemble de solidarités qui se jouent à la lisière de l'institution et de l'offre sociale institutionnelle mais qui est extrêmement importante, notamment en milieu rural où il y a très peu, voire pas du tout d'offres sociales institutionnelles. Mais donc de voir comme ça, en fait, auprès de qui on trouve des solidarités, avec qui se tissent des solidarités. Et donc là, ça nous permet un petit peu de préciser ces éléments-là.
Une deuxième modalité, donc on a une première modalité qui est des jeunes qui vont solliciter directement un habitat, et puis on a une deuxième modalité qu'on observe dans plusieurs entretiens, qui est en fait des jeunes qui ne sollicitent pas directement, explicitement un habitat auprès d'un tiers, mais qui vont se voir proposer un habitat de passage sans avoir formulé explicitement une demande. Et dans ces situations, on va voir comment en fait l'habitat de passage qui est proposé par quelqu'un à un jeune va être accepté ou pas. Ce n'est pas toujours le cas. Donc là, par exemple, on vous a donné un exemple, c'est celui de Mathilde, âgée de 27 ans, qui est dépourvue de domicile personnel, qui va circuler entre une diversité d'habitats précaires, de l'hébergement chez des particuliers, du squat, etc. Et donc là, dans ce verbatim un petit peu long, elle explique comment elle a noué tout un ensemble de relations, de familiarité avec des personnes sur son lieu de manche. Donc un lieu de manche, voilà, où elle rencontre tout un ensemble de passants, d'habitants du quartier, de voisins, etc. Et elle nous raconte une anecdote qui concerne comment un jeune couple lui a proposé à plusieurs reprises en fait de l'héberger. Et elle raconte voilà comment notamment la femme de ce couple était très sensiblement touchée par la situation de Mathilde et comment d'une certaine manière elle était sollicitée, cette personne-là, elle était sollicitée par la situation de Mathilde, sollicitée indirectement, c'est-à-dire de voir cette jeune femme dans l'espace public en train de faire la manche, qui a eu des problèmes de santé, etc. Comment en fait ça l'a interpellée au point de lui dire je vais proposer à Mathilde un hébergement, un habitat de passage temporaire à mon domicile, chose que Mathilde va refuser, mais voilà, qui donne à voir finalement une autre dynamique dans la manière potentielle d'accéder à un habitat de passage, où ici il n'y a pas de sollicitation directe, mais une proposition qui va être formulée au regard d'une diversité de situations. Là, c'est quelque chose de l'ordre de quelque chose qui interpelle, mais ça peut être aussi voilà, dans l'organisation, dans une organisation du travail, etc. J'ai perdu voilà. Voilà. Tu peux m'enlever Je peux pas. chattaigne. Je voulais ouvrir je voyais qu'il y avait un message, mais en fait, je ne peux pas supprimer. Pardon, je vais faire une petite manip. Voilà. Hop. Désolé. Donc voilà pour un petit peu pour donner les deux tendances, on va dire, dans la manière d'accéder à un habitat de passage pour les jeunes qu'on a rencontrés dans ces enquêtes. J'en viens maintenant, dans les quelques minutes qui me restent, sur la manière d'habiter ces habitats de passage. Donc, vous l'avez compris, hein, les habitats de passage qu'on esquisse ici, hein, la description, elle sera plus dense à l'écrit, mais c'est des habitats très différents. C'est être hébergé chez des particuliers, parfois avoir une chambre à soi, parfois occuper le canapé, comme l'exemple de Prisca que j'évoquais précédemment. C'est parfois poser une tente sur un terrain, avoir une tente dans un camping, occuper un mobil-home, un logement de fonction. C'est des habitats dans leur matérialité qui sont très différents. Malgré tout, en croisant, en analysant en fait toutes ces données, on remarque que ces expériences d'habiter se caractérisent par des situations d'intranquillité. Alors, l'intranquillité, c'est un concept qu'on reprend à deux auteurs. Alors, d'une part, Marc Breviglieri, qui a beaucoup travaillé sur les questions d'habiter et qui, en 2007, a publié un article sur la question de l'intranquillité dans le voisinage. Et puis qu'on reprend, et peut-être là de manière plus dense, auprès d'un philosophe et sociologue qui s'appelle Audran Olagnier, qui a soutenu sa thèse en 2023 sur l'expérience de l'intranquillité des demandeurs d'asile à partir d'une enquête en France et en Allemagne, où là, il vient théoriser, enfin thématiser et théoriser cette question de l'intranquillité de manière plus ample, puisque c'est vraiment le cœur de sa thèse. Donc nous, en s'inspirant de ces travaux, on pense les situations d'intranquillité comme des moments particuliers, hein. Quand on dit situation, c'est un moment particulier. Par exemple, dans la journée ou dans un quotidien. Là, on est dans une situation particulière, celle du webinaire. Donc, c'est dans des espaces-temps, on va dire, un peu circonscrits. Donc, il s'agit d'un moment, d'une situation dans laquelle les personnes doivent faire preuve d'une attention constante
quant à leur manière d'être et d'agir dans les habitats qu'elles occupent, soit car certaines pratiques qui comptent pour elles doivent être contenues ou réfrénées, soit car elles sont susceptibles de faire l'objet d'un jugement critique ou d'une désapprobation de leur hôte qui pourrait fragiliser l'occupation de l'habitat. En d'autres termes, les personnes ne peuvent pas habiter pleinement les lieux, c'est-à-dire y être elles-mêmes, en exprimant ce qui leur importe et ce à quoi elles tiennent, et y développer un usage familier et y agir avec aisance. Bon, c'est une définition qu'on propose qui est un petit peu dense, mais qu'on va essayer un petit peu de déplier pour comprendre en fait ce que ça recouvre, ces expériences de situation d'intranquillité. Alors, pour donner un premier exemple, c'est celui de Aïssatou, qui est âgée de 22 ans, qui vient d'obtenir un statut de réfugié et qui vit dans un hébergement en diffus, enfin dit en diffus, donc c'est un appartement qu'elle occupe avec une autre personne. Donc, c'est un appartement qui comporte 4 chambres. Elle occupe une chambre et elle a une colocataire qui occupe une autre chambre. La cuisine, la douche, les sanitaires sont partagés. Et Aïssatou décrit ici en fait une situation d'intranquillité qui est notamment l'impossibilité de se doucher quand on le veut. Parfois, il faut attendre parce que l'autre personne est en train de se laver ou occupe la salle de bain. Elle revient en fait sur les usages de la cuisine. Parfois, elle va juger que c'est trop le bazar, que les choses vont pas être rangées à leur place et ça va la gêner. Elle va ranger d'une certaine manière et ça va être sa colocataire qui va mettre le bazar selon elle en changeant la place des objets, etc. Et donc ça va créer une gêne dans la manière d'utiliser cet espace qui est la cuisine. Et puis elle revient également sur des problèmes de sonorisation en fait dans le logement où sa colocataire va régulièrement en fait se plaindre qu'elle fait trop de bruit, notamment quand elle est au téléphone en train de passer des coups de fil et qu'elle vient de lui dire tu fais trop de bruit, il faut cesser, il faut arrêter, etc. Donc ici, en fait, on a toute une série en fait, d'exemples qui nous montrent la situation d'intranquillité d'Aïssatou qui se traduit en fait par une impossibilité d'agir exactement comme elle le souhaite dans ce logement, de devoir potentiellement subir des remarques, des critiques, une désapprobation d'une autre personne avec qui elle cohabite. Hein. Tout à l'heure, je parlais de l'hôte, mais c'est plus le cohabitant, en fait, celui avec qui on habite également, qui peut poser problème. Et donc, qui fait qu'on n'est pas complètement tranquille, pour Aïssatou n'est pas complètement tranquille dans son logement. L'autre exemple, c'est celui de Stéphane qui a 27 ans, qui est saisonnier dans la restauration et qui va nous proposer en fait de faire l'entretien dans le bar adjacent au restaurant où il travaille. Et en fait, cette situation d'entretien, elle est assez particulière et elle est révélatrice de l'intranquillité de Stéphane. L'intranquillité de Stéphane, elle ne se réduit pas au logement de fonction qu'il occupe, mais elle se traduit en fait dans un environnement beaucoup plus large, beaucoup plus englobant, puisque en fait, dans ce restaurant, au moment où il fait l'entretien avec l'enquêtrice, eh ben, il y a son patron qui est à une autre table et qui va à plusieurs reprises interrompre l'entretien pour demander à Stéphane si dans combien de temps il a fini, est-ce qu'il continue encore l'entretien, est-ce qu'il a besoin de sa soirée pour la passer avec l'enquêtrice, en sous-entendant voilà, que là, on est dans un moment de drague plutôt que dans un échange pour un entretien. Et à cette occasion, après une énième intervention de son patron, Stéphane nous dit ceci, il nous dit bien sûr que oui, je suis toujours surveillé. J'habite sur la place, je travaille là et je suis là au bar. Non, je suis surveillé. Donc c'est cette question-là en fait de la surveillance qui va euh, euh, susciter de l'intranquillité en fait chez Stéphane, qui fait qu'il doit toujours être vigilant. Il doit faire preuve de cette attention constante que je mentionnais tout à l'heure sur sa manière d'agir, sur les personnes qu'il rencontre, sur ce qu'il est en train de faire. Il y a toujours un petit peu cette, cette intranquillité qui est liée voilà, notamment à la coprésence de son patron dans les espaces qu'il fréquente. Le
L'autre face, on va dire, de cette question de l'intranquillité, c'est ce qu'on a appelé un droit à la tranquillité. Donc, ce droit à la tranquillité, c'est une expression qu'on a repris au sociologue Isaac Joseph. Alors, on pourra y revenir là-dessus, mais Isaac Joseph, en fait, il travaille pas du tout sur les jeunes ou sur le logement, l'habitat, mais c'est un ensemble de travaux ici qui se rattachent à l'usage des espaces publics urbains et notamment à la question de l'hospitalité des espaces publics urbains. Et dans le cadre de ses réflexions sur cette hospitalité, Isaac Joseph formule ce qu'il appelle un droit à la tranquillité. Donc, ce droit à la tranquillité, c'est renvoie en fait à cette idée qu'on va fréquenter les espaces publics urbains et qu'on ne va pas être interpellé sur la manière dont on occupe, dont on fait usage de ces espaces publics, à la manière dont on est habillé, par exemple, dans l'espace public, etc. Tout un ensemble d'éléments, voilà, on va nous laisser tranquilles. Euh, on pourra y revenir, hein. Mais du coup, nous, on a repris un petit peu cette idée-là, cette expression-là, pour la penser dans ce qui se joue dans les habitats précaires, dans les habitats de passage, parce que cette question du droit à la tranquillité a mis en avant un élément essentiel qui a été évoqué par Stéphane tout à l'heure, c'est la question du droit de regard, c'est-à-dire la question du regard qui est porté sur les personnes avec qui on habite, avec qui on cohabite. Et du coup, c'est au nom de ce droit à la tranquillité que certains jeunes vont par exemple refuser des logements des habitats qui vont leur être proposés pour dormir ailleurs que sur leur lieu de travail notamment. Donc là, c'est un exemple de Benjamin qui a 25 ans, qui est saisonnier dans un camping. On lui propose, donc son patron lui propose d'installer une tente sur le camping où il travaille pour être sur place, etc. Mais Benjamin, en fait, préfère aller dormir dans un autre camping parce que il explique très bien, il ne veut pas occuper le même camping, c'est-à-dire qu'il ne veut pas avoir à se tenir à carreau, pour reprendre son expression, par rapport à la clientèle qui est là. Il dit, moi, j'aime bien être tranquille. Si j'ai envie de faire de la musique jusqu'à 5 heures du matin et d'aller travailler à 10 heures sans avoir dormi, je le fais et je m'en cache pas spécialement, mais on s'en affiche pas spécialement non plus. Le patron, il sait bien qu'on fout le bordel, qu'on va boire des coups, que des fois on arrive sans avoir dormi, mais on s'en vante pas et on le fait pas devant les clients. Et donc les conditions pour pouvoir comme ça continuer à boire des coups, continuer à passer des soirées avec d'autres personnes, avec des proches, etc., c'est d'être dans un autre lieu que le lieu où l'on travaille pour voilà, préserver sa tranquillité, être tranquille, comme l'affirme Benjamin. Les autres éléments qu'on observe, c'est que pour des personnes, en fait, des jeunes vont trouver des situations de tranquillité pour elles dans les habitats de passage qu'elles occupent ou dans des environnements adjacents à ces habitats de passage. Donc là, on reprend un exemple de Stéphane que j'évoquais tout à l'heure, donc saisonnier dans la restauration. Et Stéphane, en fait, il se retrouve dans son logement de fonction qui lui a été proposé par son patron. Au moment de l'entretien, il se retrouve seul dans ce logement après avoir cohabité avec une autre personne dans ce logement. Cohabitation qui a été très difficile, avec beaucoup de conflits, de disputes. Et depuis qu'il est tout seul, il nous affirme, j'aime bien aussi quand j'ai ma tranquillité, parce que j'ai besoin de ma tranquillité pour me reposer, parce que le repos, c'est important. Vraiment, j'ai besoin de mon repos, hein. C'est aussi lié, voilà, à ces heures de travail tard la nuit, etc. J'ai besoin de mon chez moi, j'ai besoin d'être tranquille. Il me faut aussi mon intimité. Euh, je ne fréquente pas beaucoup de filles, alors ce n'est pas cette intimité-là qu'il faut, mais plutôt être tranquille, zen, et laissez-moi regarder Harry Potter tranquillement, pourquoi pas. Voilà, c'est cette idée-là en fait de se retrouver de moments de solitude qui sont envisagés de manière ici positive, qui sont recherchés, hein. Souvent, on peut avoir, enfin souvent, il y a un ensemble de travaux qui vont envisager la solitude comme un problème, quelque chose qui fait problème pour les personnes qui vivent la solitude. Finalement, nos travaux nous montrent aussi en fait tout un pan de ces expériences de solitude qui est valorisé, qui est recherché par les personnes et qui leur permet aussi de supporter tout un ensemble d'autres situations à côté.
L'autre point sur lequel je voulais insister, hein, c'est, vous voyez, tout à l'heure, je parlais de habitat de passage, comment le terme de passage pouvait être utilisé par les personnes. Pour la petite histoire, la question de la tranquillité, elle vient directement des termes qui sont employés par les personnes qu'on a rencontrées dans nos enquêtes, qui nous parlent tout le temps, on va dire, c'est vraiment très régulier, de cette question de la recherche de la tranquillité, d'être tranquille dans différents environnements. Donc, nous avons la tranquillité pour soi, mais il y a aussi la question de préserver la tranquillité des autres, c'est-à-dire préserver la tranquillité des cohabitants, des autres qui nous reçoivent. Donc, là, c'est un exemple de Afi, par exemple, 24 ans, qui est hébergée chez une amie durant une période. Et elle va nous expliquer en fait que pour elle, elle ne se sent pas complètement à l'aise. Hein. Tout à l'heure, je parlais de la question de l'aisance. Elle ne se sent pas complètement à l'aise chez son amie. Elle a peur de déranger et du coup, à plusieurs reprises, elle va quitter le logement. Elle va même passer certaines nuits dans l'allée proche du logement qui donne accès sur le logement pour ne pas déranger en fait son ami et d'une certaine manière pour préserver sa tranquillité à son ami dans son logement. Donc voilà, c'est aussi de voir comment cette tranquillité, c'est pas que la tranquillité pour soi, c'est aussi la tranquillité pour les autres. Néanmoins, par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure sur des habitats de passage qui ne permettent pas en fait de gagner ce sentiment d'aisance, de se sentir soi-même dans les lieux, etc. On a quelques exemples en fait qui nous ouvrent d'autres perspectives et qui nous montrent notamment comment dans la durée, progressivement, de la familiarité peut se développer et de l'aisance peut s'acquérir. Donc là, c'est Prisca que j'évoquais dans un autre cas au début de mon propos. Donc ici, Prisca, dans le cadre de l'entretien, elle revient sur une relation qu'elle a avec un ami, donc son meilleur ami, comme elle le présente, qu'il a hébergé pendant plusieurs mois et qu'elle-même a hébergé pendant plusieurs mois. Et elle explique en fait comment, avec le temps, progressivement, s'est instaurée une familiarité, une complicité et une aisance entre eux, qui fait qu'aujourd'hui, elle n'a aucun souci à se présenter parfois nue devant lui parce qu'elle ne craint pas son regard. C'est ce qu'elle explique. Voilà, par exemple, elle va sortir de la douche et elle n'a pas de problème à traverser la pièce, une pièce où lui serait présent, et elle se traverserait la pièce nue. Voilà, elle dit, en fait, maintenant, je me balade à poil devant lui, je n'en ai plus rien à foutre, parce que justement, je sais qu'il n'en a rien à faire. Donc tout à l'heure, je parlais de cette question de la tranquillité qui a été liée au regard. C'est aussi ça aussi qu'il faut comprendre dans cet exemple-là, c'est qu'il ne va pas y avoir ce regard sur le corps de Prisca, sur sa nudité qui va être portée. Il n'en a rien à faire, il ne va pas y avoir une attention qui va être portée là-dessus. Et ça, en fait, ça va favoriser finalement une sorte de tranquillité dans cet habitat qui était un habitat de passage, mais qui est rendu possible par la durée et par la relation qui s'instaure, alors qui est rendu possible par la durée d'habiter dans ces lieux et par la relation, la complicité qui s'instaure entre Prisca et son ami. Donc voilà, l'idée c'est de ne pas réduire ces expériences d'habiter à la question de l'intranquillité et de la tranquillité. On voulait surtout ici mettre en avant une caractéristique commune qui se déplie différemment dans cette diversité d'habitats. Il y aurait d'autres choses à dire sur les expériences d'habiter et peut-être qu'on va avoir l'occasion d'en discuter. Mais voilà, c'était un peu voilà, pour donner à voir aussi l'intérêt de rentrer par cette question d'habitat de passage pour penser ensemble une diversité de situations d'habitat qui concernent des publics, des jeunes différents. Donc voilà, du coup, on va s'arrêter là. Je pense qu'on a été peut-être qu'on a un peu débordé sur le temps, hein, mais ouais, on est bon là, 40 minutes. C'est très bien. Vous avez le droit de déborder. Je vais vous proposer. Merci pour ces expressions très pédagogiques, qui plus est. Je vais vous proposer soit un temps de questions maintenant, soit on se garde un temps de discussion au regard aussi des situations professionnelles, du regard des professionnels. On peut faire les deux. Donc, s'il y a des souhaits de précision ponctuelle ou voilà, c'est le moment. Et si on n'a pas, c'est pas très grave. On se garde les questions en tête pour peut-être un temps d'échange croisé plutôt après. Est-ce qu'il y a des éventuels souhaits de précision ou de questions qui se font
écho là. J'observe l'écran et le chat pour l'instant pas. Du coup, on va dire sans transition. Est-ce que Ali, donc bonjour déjà, merci de ta présence. Tu vas nous dire qui tu es, d'où tu parles. Et on va t'inviter, comme on a déjà échangé ensemble à plusieurs reprises. Tu es notre personne extérieure, entre guillemets, au territoire. On pense que on est en train de se raconter là, il y a des points communs ou peut-être des divergences selon les territoires. Toi, tu es la personne qui est la plus éloignée géographiquement de nous, a priori, encore que je ne sais pas finalement. Et on souhaitait avoir ton point de vue et ton expérience au regard de ton activité de responsable associatif qui s'occupe de la question du logement des jeunes dans le Gers. Voilà, donc tu disposes d'un temps d'une vingtaine de minutes, un quart d'heure comme tu veux. L'idée, c'est aussi peut-être se garder un petit peu de temps d'échange à la suite. Et après, on aura le local de l'étape en lieu et place de Gaëtan, qui sera en fait aussi la personne inscrite sur le territoire ardéchois qui nous dira son regard et ses affres sur l'accompagnement des jeunes dans le logement. Ali, si tu veux bien, on te cède la parole. Oui, écoutez, merci Emmanuel et merci à vous de m'accueillir sur ce webinaire. Alors, vous dites qu'on on est éloigné peut-être géographiquement, mais pas tant que ça par rapport aux préoccupations euh, du logement des jeunes et plus particulièrement en milieu rural. Bon, je pense qu'on retrouve un peu les mêmes problématiques et vues différemment, et selon les territoires, on peut y apporter des réponses aussi différentes. Voilà. Donc, en quelques mots de présentation, donc, je dirige une association qui s'appelle effectivement l'Association pour le logement des jeunes dans le Gers, une association qui a été créée en 2004 dans un premier temps pour répondre et proposer une solution provisoire de logement pour les apprentis alternants du CFA local. C'était l'activité exclusive hein, de l'association à ses débuts. Donc, quelque part, elle faisait de l'internat externalisé pour le CFA en 2004. En 2006, rapidement, on s'est rendu compte qu'on était dépassé par les demandes à la fois d'apprentis, mais aussi d'autres types de jeunes, notamment des jeunes travailleurs, des étudiants en formation, en alternance aussi. Et donc, on ne pouvait pas répondre à ces besoins-là. Donc, il y a eu une maîtrise d'ouvrage urbaine et sociale, un diagnostic qui a été établi sur le territoire, sur lequel la LOGEC était pilote aux côtés des services de l'État et des autres partenaires. Ça aboutit à une proposition qui était la création d'une résidence Habitat Jeune. Alors pour ceux qui ne savent pas, mais je sais que Gaëtan tout à l'heure développera ça aussi, donc je vais essayer de ne pas trop aller sur le versant FJT et laisser peut-être Gaëtan tout à l'heure développer davantage ça, mais cette question-là. Donc on est parti sur l'idée effectivement de construire et de créer sur Auch, qui est la ville-préfecture du département du Gers, une résidence habitat jeune, 80 logements, 122 places, et élargir un peu le public accueilli, jusque-là exclusivement des apprentis alternants. Donc là, on s'adresse à des jeunes travailleurs, à des personnes en formation, des courts séjours, long séjours, âge 16-30 ans. Très rapidement, alors du coup, le département en deux mots, hein, c'est un département qui est rural, voire même dire hyper rural, plutôt qualifié de pauvre en termes de ressources économiques. Un département qui compte 192 000 habitants, avec une population de jeunes. Quand je dis jeunes, je suis sur les 15-29, 16-29, 16-30. Voilà, les jeunes représentent 12,6%, on va dire en bas, 12,5% de la population gersoise. Voilà. Donc, est construite cette résidence habitat jeune sur Roche, 80 logements, 122 places. Là aussi, donc, elle ouvre ses portes en 2013. Vous voyez, le temps de la maturation, de la construction, du montage des dossiers, c'est jamais évident. On ouvre nos portes. Un an et demi, 2 ans après, on était déjà à un taux d'occupation qui était optimal. Et on avait un certain nombre de demandes de jeunes qui étaient éligibles, hein, avec des ressources, avec des projets socio-professionnels pour occuper un logement au sein de la résidence. Et on ne pouvait pas leur répondre par la positive
pour plusieurs raisons. Un, parce qu'on avait un taux d'occupation qui était optimal. Et d'autres raisons également, celle où le projet du jeune, on est sur un département, je le disais, qui est avec de l'habitat dispersé, très rural. Et parfois, le projet du jeune ne permettait pas d'être logé ou hébergé sur Roche et d'avoir un projet à Nogaro ou à Marciac. Pour ceux qui connaissent le Gers, ça m'attend. Les distances sont longues et les problématiques de mobilité très fortes. Et donc, on était obligé de leur dire, non, votre projet ne peut pas correspondre. Vous n'avez pas de moyens de transport, de locomotion et pas de mobilité non plus, donc c'est pas possible. Et donc on avait, là je suis en 2015-2016, face à cette problématique, on n'avait pas tout à fait chiffré au début, mais on était à peu près à 60-80 demandes qui étaient comme ça, pour lesquelles on ne pouvait pas répondre. À ce moment-là, on s'est mobilisé avec l'Union régionale de l'habitat des jeunes, l'URAGE, qui est notre entité régionale, hein, qui ensuite c'est l'UNAGE, l'Union nationale de l'habitat des jeunes. On a réfléchi sur quelles réponses on pouvait apporter au niveau local, non pas de construire à nouveau, parce que c'est un énorme chantier, une résidence de type accueil collectif. Et on s'est adjoint l'aide et la coopération de l'ADIL, l'Agence départementale d'information au logement. On a travaillé pendant 2 ans autour d'un COPIL. On a mis en place un comité de pilotage pour vraiment mobiliser l'ensemble des acteurs politiques, associatifs, institutionnels autour de cette problématique-là. Et on est arrivé à l'idée de mettre en place une plateforme de e-logement jeune qu'on a appelée JLoge, JLOGE.fr. Donc mise en place et animée par l'association Allogec, donc. Et l'idée étant d'aller capter des logements dans le parc privé, social, communal, intercommunal, et élargir le type d'offres locatives qu'on pouvait apporter à la fois, ça peut être du court séjour, à la nuitée, et pour certains propriétaires à l'année, qui veulent, eux, avoir un locataire de manière durable et de répondre justement à ces questions aussi de souhait et de besoin d'avoir des logements de passage, comme il était dit tout à l'heure, ou en tout cas de court séjour. Voilà, donc on capte des logements auprès de propriétaires, tout un travail de mise en conviction. On a recruté 2 personnes, c'est l'association qui a pris sur ses propres fonds au début de recruter ces deux salariés, hein, donc une personne chargée de développement et de captation de logements, et un travailleur social pour assurer tout ce qui est l'accompagnement des personnes, des jeunes. Là, on s'adresse aux 18-30 uniquement, parce que la question de la minorité est complexe, et certains propriétaires s'en détournent aussi, et donc on est parti sur les 18-30. On capte des logements, on a mis en place une charte de décence pour les logements, il y a tout un travail d'accompagnement voilà, c'est pas tout propriétaire qui peut afficher un logement, il y a aussi des questions de coûts, des petits logements de dimensionnés T1, T2 maximum. Alors, assez rapidement, avec les moyens humains qu'on avait, assez rapidement, donc au bout d'un an et demi, 2 ans, on est arrivé à mettre en visibilité plus de 360 logements sur l'ensemble du département. On aurait pu aller beaucoup, 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 on pourrait aller beaucoup plus loin si on avait des moyens humains supplémentaires. 360, c'est rien par rapport à ce qu'on aurait pu également capter. Dire simplement qu'on nous dit assez souvent sur les départements ruraux, il n'y a pas de logement, il n'y a pas de logement, il y en a. Encore faut-il se donner les moyens humains et d'aller à la rencontre des propriétaires, des intercommunalités, d'aller prendre le temps d'aller dans les réunions communautaires pour s'adresser à des élus, leur expliquer le dispositif, s'investir dans les assemblées générales aussi, profiter de ces espaces-là, que ce soit de la DIL ou de l'UNPI, l'Union nationale des propriétaires indépendants, pour rencontrer des propriétaires adhérents en direct et leur expliquer, répondre à la question et les rassurer par rapport au public qu'on leur propose de loger, les personnes qu'on leur propose de loger, parce qu'il y a aussi une énorme réticence. On en parlera peut-être tout à l'heure de la part des propriétaires, hein, qui qualifient les jeunes par rapport à des préjugés, hein. C'est un public en difficulté, c'est un public qui va me poser des problématiques de voisinage, de dégradation, d'impayés, ce qui est faux. Quand on leur explique le type de jeunes auxquels nous, on s'adresse, ce ne sont pas des jeunes qui vont potentiellement ou d'emblée leur poser problème. Pas plus qu'un adulte, entre guillemets, de 35, 40, 45 ans qui est marié avec des enfants. Voilà, on ne garantit pas que le jeune ne posera pas de problème, mais en tous les cas, il y a tout un travail en amont au niveau de l'association de ce dispositif qu'on a appelé Giloge, donc, qui est de ne pas se contenter du déclaratif, mais de rencontrer le jeune par visio, par téléphone ou en physique, qui nous apporte tous les éléments, son projet, ses ressources, voilà. Et ensuite, on voit si son projet correspond au bien qu'il a repéré sur la plateforme, puisqu'on n'affiche pas les contacts des propriétaires. Donc là, on s'assure que le jeune passe obligatoirement par la plateforme. Et là, le travailleur social va diagnostiquer la situation du jeune. Et si son projet et ses ressources le permettent, soit on lui met en relation avec le propriétaire le logement qu'il a visé, soit on l'oriente vers un autre projet. On accompagne également le jeune à cette rencontre-là s'il en a besoin.
Et on met en place ensuite avec lui tout ce qui est l'accessibilité au logement. Si le logement et le propriétaire et le logement et le locataire s'accordent, à ce moment-là, on peut accompagner le jeune également dans toutes les premières démarches, ouverture du compteur électrique, chauffage, le bail aussi, etc. Donc, on les accompagne sur toutes ces dimensions-là. Ça, là, jusque-là, on était dans de la médiation locative. J'essaie d'aller assez vite, hein, mais je fais des sauts comme ça, mais n'hésiterez pas à me reposer des questions plus précises pour savoir comment on a mis en œuvre ça. On était uniquement dans de la médiation locative, c'est-à-dire qu'on met en relation le propriétaire et le jeune locataire 18-30 ans. 2018, donc on lance la plateforme. 2019, en moyenne, on logeait 120 à 140 jeunes par an en dehors de la solution FJT. Hein. Parce qu'on avait des jeunes aussi qui pouvaient aussi, dans les conditions que je vous ai posées tout à l'heure, qui aussi n'ont pas forcément envie d'être dans du collectif, même si les résidences FJT, c'est très bien, mais qui ont plutôt une envie d'être dans du logement de droit commun. 120 jeunes, 140 jeunes. Là, on arrive en 2020, 2021. Là, on est on est au lendemain où on est en plein Covid. Là, il y a une situation, ça a mis en évidence la précarisation des jeunes, mais d'une manière flagrante, même si elle préexistait, cette situation de précarisation des jeunes. Mais là, par contre, le Covid l'a vraiment mis en évidence aux yeux de tous les acteurs. Et là, on s'est retrouvé en grande difficulté à loger des jeunes qui sont, on va dire, précaires. C'est juste que là, les 120, 140 jeunes qu'on arrivait à loger dans des solutions, je vous le disais, parce qu'on a eu des logements quand même à la nuitée, je l'ai dit, hein, à la nuitée, à la semaine, auprès de propriétaires différents, hein, ou à l'année. Mais la difficulté, c'était de loger des jeunes qui sont, comme je le disais tout à l'heure, avec des ressources instables et une situation voilà, très précaire. Et qu'est-ce qu'on en fait? Donc, ce sont des jeunes pour lesquels l'hébergement en CHRS ne correspond pas. Ce sont des jeunes qui ont peu, voire pas de ressources, même pour accéder à un FJT, mais qu'il faut accompagner pour se mobiliser vers l'autonomisation. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'un coup de main, d'un coup de pouce, mais ça, il n'y avait pas de solution. Et la médiation locative avec le service Giloge, ça ne correspondait pas. Des propriétaires, aussi solidaires soient-ils et aussi sympathiques soient-ils, bah, ça ne pouvait pas. Donc là, on est passé sur une autre dimension. Donc on s'est dit, ça c'est l'association Allogec, le conseil d'administration bien entendu, et les professionnels, de lancer une agence immobilière associative. Donc là, on s'est lancé dans une réflexion et au final, je passe tous les détails administratifs et de travaux là, qui ont été menés pour ça. On a obtenu l'agrément des services de l'État donc pour étendre notre agrément vers celui d'une agence immobilière à vocation sociale. On est affilié aujourd'hui à la FAPIL, à la Fédération des acteurs et des associations pour l'insertion par le logement. On a lancé l'activité de l'AIVS, on va dire, courant 2023, timidement. Et là, on est en 2024, et toujours cette tranche d'âge-là. On est aujourd'hui à une... Je faisais le point avec la responsable ce matin, parce que du coup, le fait d'avoir développé les activités, on a aussi développé les moyens et l'économie. Et je vais vite hein, là-dessus. Et donc, ça nous a donné les moyens aussi d'aller un peu plus loin. Et donc, on a recruté une responsable de service. Ils sont maintenant quatre au sein de cette structure, Giloge. Et donc, on est à une quarantaine de ménages logés et accompagnés actuellement via l'IVS. Donc, on a l'IVS, on a la plateforme Giloge. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on l'a raccroché à un dispositif institutionnel pour lui donner une existence parce que c'était un simple outil finalement, c'était une plateforme Internet. On s'est affilié à l'UNCLAGE, l'Union nationale des comités locaux pour le logement autonome des jeunes, là pour donner un peu voilà, Giloge, c'est un outil, ce n'est pas une structure. Donc, il y a un clash qui continue à faire de la médiation locative. Certains propriétaires ne souhaitent pas aller vers de l'AIVS et d'autres nous disent, je ne veux travailler qu'avec l'AIVS. Alors, l'AIVS, en deux mots, on propose à travers l'AIVS plusieurs solutions. C'est de l'intermédiation locative, donc on n'est plus sur de la médiation locative, on est sur de l'intermédiation locative. L'association Allogec joue là le rôle de tiers social, c'est-à-dire qu'on va, dans le cadre par exemple de l'IML, location sous location, l'association va louer le logement auprès du propriétaire, on est le locataire principal, et dans le cadre d'un bail, d'un deuxième bail avec le locataire, d'accord, l'occupant, l'association signe un bail également avec le jeune locataire. Il y a un accompagnement social qui est beaucoup plus important là. On parle d'un accompagnement de proximité. Tous les jeunes n'ont pas le même niveau d'autonomie. Tout le monde, voilà, il y a des jeunes qui sortent tout juste de chez papa, maman. Certains, c'est des cassés de la vie. On les accompagne. Et
ils stabilisent leur situation. Et l'IML location sous location, en contrepartie, l'État nous verse une subvention annuelle par ménage logé, qui nous permet à la fois de financer les salaires, mais aussi la vacance et aussi les impayés ou dégradations éventuelles. Voilà. On accompagne la personne, c'est par des tranches de 6 mois, renouvelable 6 mois, maximum 18 mois. Ça, c'est de, voilà. Et au bout, nous, c'est notre condition, c'est la condition qu'a posée l'association, on est sur un bail glissant. L'idée, c'est pas d'être des tuteurs des jeunes indéfiniment ou de sécuriser le locatif pour le propriétaire. Lui, ça l'arrange. Il y a une association qui loue, il est content. C'est pas le but. Le but du jeu, c'est qu'au bout, à terme, nous, on se retire et le propriétaire et le locataire se retrouvent en lien direct, donc sans intermédiaire tiers social. Là, on a lancé l'activité en 2024, on est à notre troisième glissement de bail. Voilà, donc ça tourne plutôt pas mal. On a de plus en plus de propriétaires qui nous sollicitent là-dessus. Ça, c'est une première solution par rapport à l'IML. Et on a une deuxième solution qui est le mandat de gestion. Donc, au même titre qu'une agence immobilière classique, hein, donc on relève de la loi Hoguet avec les mêmes obligations réglementaires, fiscales. Voilà, on a tout, tout ça aussi à gérer, à régler. Et là, le mandat de gestion, en fait, là, on n'est plus tenu à des niveaux de ressources. Pour l'IML location sous location, sur le département, on est à peu près à 21 000 euros de ressources, ce qui est déjà pas mal hein, pour une personne seule, 27 000 à 28 000 euros pour un couple. Voilà. Donc, ça laisse quand même une marge. Mais même avec ces ressources-là, quand ces jeunes s'adressent à une agence immobilière classique, ils ne sont pas éligibles. Hein. Ils ne franchissent pas le seuil de la porte. Alors qu'ils ont des ressources potentiellement, mais ils ont besoin d'un accompagnement, d'être stabilisés et ensuite de pouvoir occuper leur logement à titre privatif. Voilà. Et le mandat de gestion, là, c'est l'association qui gère en totalité donc toutes les questions de captation des loyers, le reversement des loyers aux propriétaires, les déclarations fiscales de fin d'année, etc., etc. Donc, le mandat de gestion, on est aux prémices. Donc, j'ai voulu d'abord, moi, stabiliser tout ce qui est l'IML loc sous loc pour les équipes, pour les partenaires, pour nos repères. Vous me poserez peut-être tout à l'heure la question de comment on a fait au niveau de la com et tout ça, parce que je vais très vite et je vous décris un peu ce qu'on a mis en place pour pouvoir avancer. Voilà, donc, voilà. Alors, ce que je pourrais dire par contre, c'est que, quand même, de partir du contexte, c'est à la fois le FJT qui ne pouvait peut-être pas accueillir euh, tous les jeunes qui frappaient à sa porte pour être logés. Mais on est aussi sur un département où il y a une énorme problématique de mobilité, certainement comme en Ardèche. Et l'idée, c'est aussi d'aller, à travers ces solutions alternatives, hein, ces diversifications d'habitat. Moi, je aime bien parler d'habitat plus que de logement, ça c'est mon ADN. Hein. Le logement, c'est une chose, l'habitat, c'est autre chose. Le Gers souffre beaucoup aussi, énormément d'une exode ou d'une véritable hémorragie de sa jeunesse qui s'en va. Alors, j'ai essayé de remonter sur les statistiques de l'INSEE aussi loin que j'ai pu. Je suis arrivé en 2009. Et déjà en 2009, c'est exactement le même constat qui est fait dans les derniers chiffres de l'INSEE pour un jeune de 16 à 24 ans qui arrive sur le département par an, de le quitte. Donc, pour diverses raisons, pas que de mobilité, mais de mobilité, mais aussi et essentiellement aussi de logement. Alors, on pourrait dire, vous êtes sur un département rural, il n'y a pas d'activité économique, je dirais non. Même dans les départements ruraux, il y a de la richesse, il y a de la production, mais effectivement, si je n'oppose pas ici le milieu urbain au milieu rural, mais beaucoup de solutions et beaucoup de moyens, et heureusement d'ailleurs, hein, sont mis sur les grosses agglomérations, je dis heureusement, mais il faut qu'il y ait quand même une équité de traitement entre le rural et l'urbain, et ne pas négliger le rural. Je lisais des chiffres là-dessus, je lisais des textes sur la problématique du logement des jeunes. Alors, tout le monde s'en préoccupe, mais il n'y a pas de véritable politique publique d'État, enfin, il n'y en a pas. Hein. Sur le logement des jeunes, souvent, on parlait tout à l'heure du logement d'abord, oui, mais c'est de manière générale. Mais la question du logement des jeunes, avec tout ce qui a été dit tout à l'heure par vous, oui, il y a des dispositifs. C'est plus des dispositifs que des politiques. Des dispositifs, il en existe pléthore, il y a 1 000 feuilles de dispositifs, on s'y perd, même quand on est technicien du milieu, on s'y perd. Et imaginez les jeunes, mais par contre, c'est vrai qu'il n'y a pas de politique véritable, même au niveau départemental. Vous avez la politique enfance, vous avez la politique personnes âgées, vous avez la politique handicap, mais où est la politique jeunesse? Il n'y en a pas. Alors, on va vous dire si, 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 si. Moi, quand je dis ça devant des politiques, on me dit si, 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 si. Oui, si. Oui, voilà, il y a des problématiques de compétences entre les communes, les intercommunalités, les départements, l'État, etc. Alors, au milieu de tout ça, il y a une dilution des responsabilités. Je m'égare un petit peu, pas trop. C'est juste pour vous donner un peu le contexte dans lequel on se trouve.
quand même autour du logement des jeunes. Et dans cette dilution des responsabilités, finalement, il y a de no man's land énorme. Et on vous dit, oui, mais c'est pas de ma responsabilité, c'est pas de ma compétence, c'est pas moi qui finance. Oui, mais si je finance, attention. Voilà, on est un peu dans ce sens-là. Tout ça pour dire quand même que les moyens sont très peu mis en milieu rural sur la question de la jeunesse. D'ailleurs, même les jeunes et le logement en milieu rural, là, on en parle heureusement, hein, parce que c'est un peu le cœur de ce qui nous anime. Mais c'est vraiment pas une préoccupation nationale. Je le dis vraiment, hein, parce que moi, c'est un combat que j'ai quasiment avec mes équipes et l'association ici au niveau local. Alors, on développe des dispositifs. Voilà, et on essaie de répondre un petit peu aux besoins et de proposer un logement, je disais ça par rapport à la mobilité, au plus près de l'activité du jeune. Voilà, donc pour éviter effectivement qu'il y ait des trajets ou de demander une autoroute qui traverse le Gers demain, ce qui ne se fera pas, ou l'ouverture de voies ferrées qui ne se feront pas. Voilà, donc essayer de répondre par ce biais-là. Alors j'aurais beaucoup de choses à vous dire un petit peu sur la question du logement des jeunes sur notre département et dans les réponses qu'on essaie d'y apporter, mais je préférerais peut-être répondre à vos questions au lieu de m'égarer. En tout cas, merci Ali pour ton franc-parler moi je connais et pour ton regard critique. Ça fait écho à une discussion que j'ai eue avec Gaëtan en préparation de ce webinaire et puis aussi avec Julien et Gabriel. On est là aussi pour exprimer des choses. Du coup, Ali, je vais proposer à Gaëtan peut-être de prendre la suite pour être dans une continuité ou pas par rapport à vos activités respectives, et savoir si elles font sens commun, partagé, observation différenciée ou pas sur l'évolution, l'ampleur des dispositifs, l'absence de politique publique et l'évolution nécessaire des missions que sont les vôtres. Gaëtan, si tu veux bien nous faire part de ton regard. Bonjour à tout le monde, merci. Alors oui, donc moi je suis Gaëtan, je suis directeur d'une association qui s'appelle Habitat Jeune Privat Centre-Ardèche. Je vais être assez bref dans la présentation de l'asso, mais c'est quand même important. Ouais. Nous aussi, on est une asso qui a commencé en 1960, création par le foyer de la jeune fille à l'époque. Ça a très vite évolué, enfin très vite, au fil des années, ça a évolué. On est devenu foyer de jeunes travailleurs. Foyer de jeunes travailleurs avec de base un ETP qui était même pas un ETP, 0,75 ETP qui était en charge de l'animation collective et de l'accompagnement individuel. Et puis l'association qui a grossi avec la création d'un poste d'EduxP en 2016, avec la création d'un service Habitat Jeune en 2017, sous l'impulsion du programme d'investissement Avenir Agir sur le département de l'Ardèche. Et qui a encore grossi sur du volet administratif, mais aussi sur un intervenant socio-éducatif supplémentaire sur une mission contre engagement jeune, jeune en rupture, il y a 2 ans et demi maintenant. Donc voilà, à la base, on gère une résidence habitat jeune de 54 logements situés à Privas. Donc 54 logements, 48 chambres de 12 mètres carrés qui sont meublées, qui sont facilement accessibles parce que c'est un dossier qui est hyper simplifié pour rentrer dans notre MJT en tout cas. Une réponse sous 8 jours. Euh, un loyer qui n'est pas un loyer, mais qui est en fait une redevance avec toutes les charges qui sont incluses à l'intérieur. C'est ce qui est déclaré auprès de la CAF pour les jeunes. Donc, les jeunes peuvent percevoir l'APL dès le premier mois avec cette APL qui est plafonnée globalement pour un jeune qui a des faibles ressources, il peut se loger pour 34 euros par mois au sein de notre structure. Donc, que ce soit sur les 12 mètres carrés, mais on a aussi 4 studios de 22 mètres carrés et 2 T1 de 27 mètres carrés. Et c'est la même logique. Donc, autour de 40 euros, on peut avoir un logement au sein de notre résidence. Donc tout ça, ça permet forcément une mobilité des jeunes
on a une forme d'agilité sur ces logements qui permet aux jeunes de venir travailler assez rapidement sur le territoire. Quand ils trouvent un boulot, ils peuvent nous appeler. On a cette facilité de les loger. Pareil, quand ils viennent sur de la formation. Donc voilà, on a cette réactivité qui est plutôt appréciée, plutôt agréable. Mais ça ne suffit pas aujourd'hui sur les jeunes. Alors, aussi, détail important, enfin, détail qui n'est pas un détail, hein. Sur place, nous, on couvre 9h, 21h en termes d'amplitude d'horaire. Donc, on a des salariés qui sont tout le temps ici, ce qui est quand même assez particulier. On travaille sur le lieu d'habitation de certains jeunes. Donc voilà, quand tout à l'heure on parlait de tranquillité, d'intranquillité, quand on est entre 18 et 30 ans, qu'on a un parcours de vie quel qu'il soit et qu'on se retrouve encore avec des éducateurs qui sont là, nos bureaux sont placés à l'entrée de la résidence. Donc les jeunes, en fait, s'ils doivent sortir dans la journée, ils sont obligés de nous voir. Et nous, on est obligés de les voir. Ça pose énormément de questions quand même. Donc voilà, on s'est rendu compte progressivement sur ce visité que ça ne correspondait effectivement pas à tous les publics, d'où la création aussi de ce service Habitat Jeune. Le service Habitat Jeune va pouvoir répondre plus globalement donc à accueillir, informer, orienter et accompagner les jeunes, mais surtout toute problématique, tout questionnement autour du logement. Donc là, quand on a créé ça, on a agrandi les profils qu'on pouvait accueillir. Euh, donc des jeunes qui avaient un peu plus le temps pour chercher un logement et un logement autonome. Des jeunes aussi qui étaient déjà en logement et qui voulaient s'y maintenir, qui avaient des difficultés en tout cas pour s'y maintenir, ou des jeunes qui souhaitaient tout simplement changer de logement. On a commencé à accueillir des jeunes couples, des jeunes familles, des jeunes familles monoparentales, mais avec la particularité de ce dispositif-là, donc Ali l'a dit tout à l'heure, c'est un clash en fait, avec des solutions de logement qui vont pas être définies et très stables. Alors on a travaillé aussi sur la mise en relation avec des bailleurs privés, bailleurs publics, mais c'est pas des logements qui sont clairement identifiés et estampillés jeunes adultes. Donc voilà, il a fallu bricoler en gros pour se constituer un portefeuille de bailleurs. Ça fonctionne plutôt bien, mais on n'est pas dans du logement accompagné. On est vraiment dans de la mise en relation. Alors on garde un accompagnement, mais un accompagnement qui est assez distant. C'était pas suffisant, encore une fois, pour les jeunes dont on avait en charge. Et du coup, on a développé l'intermédiation locative, nous aussi. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne bien, qui doit passer par une demande SIAO, qui doit être étudiée via des commissions SIAO. Et à partir de là, on peut, une fois que cette commission a accepté l'orientation pour le jeune, on peut procéder à l'intégration dans un logement. On fait plutôt du bail glissant, mais qu'on voit que ça ne correspond pas forcément non plus à tous les jeunes. Donc voilà. Et on a aussi développé depuis quelques temps de l'AVDL, donc accompagnement vert et dans le logement. Donc là, on accompagne des jeunes sans forcément de solution de logement, des jeunes qui ne sont pas dans des logements d'ailleurs, des fois. Euh, donc voilà, c'est un accompagnement qui va être assez global et qui va permettre aux jeunes, qui doit permettre en tout cas aux jeunes d'accéder au logement et ou de s'y maintenir. Euh, donc voilà, ça c'est des dispositifs, comme le disait Alice, c'est des dispositifs qui sont en fait mis bout à bout. Et alors, on a la chance en Ardèche d'avoir pu estampiller de l'IML spécifique pour les jeunes adultes, de la VDL spécifique pour les jeunes adultes. Ça, c'est grâce à la collaboration avec notre DETSP. Mais voilà, c'est interne à l'Ardèche, c'est pas, ça reste quand même
bancal, on laisse tant pis, mais sans qu'il y ait des moyens supplémentaires ou voilà. Et puis à la fois, on est aussi constitué, on est un petit peu à la marge des autres partenaires à des moments. Donc voilà, hein, il y a des réunions IML où on n'est même pas confié sur ce truc-là, donc ça nous pose un petit peu question. Ça nous pose encore plus question, ces dispositifs, parce qu'en fait, au fur et à mesure de ces années, moi, ça fait bientôt 10 ans que je suis en poste, en fait, on voit un public qui a extrêmement changé. On était juste sur le jeune qui travaillait, jeune qui venait se former à la marge des jeunes qui étaient en difficulté, mais aujourd'hui, on s'aperçoit qu'en fait, beaucoup de jeunes sont en difficulté. Même des jeunes qui viennent se former, même des jeunes qui viennent pour travailler, des jeunes qui sont en difficulté tout simplement parce qu'ils ont un parcours de vie qui peut être assez chaotique pour certains. Donc, tous les jeunes qui vont sortir d'institutions, qui vont sortir d'un parcours d'aide sociale à l'enfance. On a des jeunes, ça a été dit aussi tout à l'heure, des jeunes en fait qui arrivent chez nous, mais après un parcours euh, alors, d'errance. Pour nous, on appelle ça encore de l'errance résidentielle, où voilà, ils vont être hébergés à droite, à gauche. Ça tient un petit peu chez un oncle, et puis après chez un pote, chez un mec qu'on a rencontré au boulot ou qu'on a rencontré dans une fête à la rue. Voilà, un peu le système débrouille. Euh, on a des jeunes aussi qui sont de plus en plus en difficulté en termes de santé mentale. Euh, des jeunes, alors on n'a pas de psy dans les équipes, on arrive à faire intervenir l'équipe mobile de précarité psychiatrique qui nous aide un peu, mais voilà, on sent qu'il y a des difficultés. On va rester sur ce terme-là, des difficultés pour être bien, pour être bien dans ses pompes, pour être bien dans sa vie, pour être bien dans ses projets. Et je reviens du coup sur les solutions qu'on propose aujourd'hui, des FJT avec 54 jeunes également, avec cette alors, c'est pas une injonction, mais c'est fortement induit quand même qu'il faut être accompagné quand on est jeune et qu'il y a des règles collectives à subir et à vivre. Donc, encore une fois, moi, ça me pose énormément de questions. Et du coup, en paradoxe, ces jeunes qui sont dans des situations de plus en plus complexes, on a de moins en moins de moyens pour les accompagner. Euh, Aujourd'hui, on a des jeunes qui sortent d'hôpital psychiatrique, on nous les oriente, on nous dit ben, ça serait bien qu'on travaille quelque chose avec eux. On essaye, on l'a déjà eu fait. Euh, Par contre, il n'y a pas d'accompagnement. Donc voilà, c'est à nous, avec un éduc pour 50 jeunes, de gérer cette situation-là. Des jeunes alors c'était un jeune qui était schizophrène, qui était consommateur de cannabis. Donc voilà, ça facilite pas les choses. Puis il faisait des crises et quand on appelait l'hôpital psychiatrique, il n'y avait pas forcément de solution. Alors ils en étaient désolés, hein, bien entendu. Donc voilà, c'est un jeune qui a dû retourner à l'HP tout simplement. Euh, donc, euh, donc voilà, on a ces situations-là qui nécessiteraient une prise en charge éducative bien renforcée. Et puis, globalement, hein, on a des situations qui, en fait, on démarre peu, démarre plus, j'ai envie de dire. Des logements qu'on était à la base logements de transition, on devient de moins en moins logement de transition. En fait, on devient des logements sur un temps donné, des jeunes qui vont venir prendre un boulot, qui à la fin de leur boulot vont plus pouvoir se maintenir dans le logement, vont avoir un retour dans la famille, des jeunes qui vont faire leurs études, qui finissent leurs études, qui finissent diplômés, qui n'arrivent pas forcément à trouver de boulot, en tout cas sur un laps de temps, qui vont dans la famille. Des fois, on les voit revenir aussi quelques mois après parce ils ont trouvé leur boulot. Et puis, on a tous ces jeunes qui sont engagés sur les contrats engagement jeunes, donc anciennement garantie jeunes,
où là, c'est un dispositif qui leur permet d'avoir 500-600 euros par mois en termes de ressources financières qui vont pouvoir, pareil, se loger sur quelques temps. Une fois que le contrat engagement jeune se termine, s'ils ne sont pas sur de l'emploi, eh ben, il y a une perte de ressources parce que s'ils ne cotisent pas à Pôle emploi ou autre. Et du coup, ces jeunes-là, pareil, alors soit on se retrouve, nous, à assumer un jeune qui n'a pas de ressources, et dans ce cas, ben, comment on arrive à bricoler, à travailler autour de l'insertion professionnelle pour que le jeune retrouve très vite un emploi. Sinon, il y a le fonds de l'UNAGE, qui est un fonds coup de pouce qui permet aussi d'absorber 2-3 mois de résiduel pour ce jeune-là, mais on a un jeune qui est dans une dette et qui doit enfin qui est dans une dette, ouais, parce qu'il ne peut pas payer son loyer, mais qui doit se projeter sur un avenir. Donc voilà, c'est assez complexe les situations aujourd'hui qu'on vit au sein du logement jeune, en tout cas en Ardèche. Je rejoins complètement Ali. Je me suis amusé, moi, à faire un peu le détail des interlocuteurs aujourd'hui quand on a envie de parler de projets d'habitat jeune. Et ben, du coup, on a l'État avec la dette, le volet logement, hébergement, le volet insertion économique. On a aussi la DDT. On a le département avec le service insertion, le service enfance-famille, le service jeunesse. On a la CAF avec le pôle partenaire, le pôle allocataire. On a la com d'aglo avec le service logement, le CIAS. On a aussi la commune, et là, je ne vous cite pas tous les partenaires qui viennent à un moment aussi être juste des relais sur des situations. C'est juste énorme, en fait. Et effectivement, on sent qu'il n'y a pas de politique logement jeune. Et on sent qu'on peut discuter de situations et de certains dispositifs à des moments, mais il n'y a pas de vision globale sur ce logement jeune. La vision globale, nous, on y a beaucoup réfléchi. Aujourd'hui, les FJT et les résidences, comme elles sont constituées, c'est pas qu'elles doivent plus avoir lieu, mais elles doivent être beaucoup plus petites, elles doivent permettre du logement beaucoup plus individualisé, beaucoup plus sécurisant pour le jeune, avec cette capacité pour lui et cette possibilité de se retrouver en fait avec son histoire de vie aussi, comment il l'a vécu, et de souffler un petit peu sur tout ce qu'il a eu. Euh, mais ça ne doit pas être la seule réponse. On doit aussi, alors on a de l'IML, c'est très bien, qui se développe, mais l'IML, Ali l'a dit, hein, on se retrouve en fait en tant qu'acteur de logement jeune à devenir une agence immobilière, à supporter aussi à des moments des charges de loyer parce qu'il y a de la vacance. Donc on a vraiment ce rôle qui est quand même assez complexe. Il y a, à mon sens, la possibilité de développer des foyers soleil, qui est en fait du foyer de jeunes travailleurs, mais qui va venir s'éparpiller sur un territoire. Dans les territoires ruraux, ça devrait être quelque chose. Alors nous, ça fait longtemps qu'on en parle, mais encore une fois, on n'est pas encore suivi par les politiques publiques. Euh, des logements qui peuvent s'éparpiller sur des bassins de vie et qui sont accompagnés au même titre qu'un FJT, mais qui sont quand même beaucoup plus autonomes. Il n'y a pas un éduc qui est présent dans le logement, quoi. C'est un éduc qui passe de temps en temps, qui propose de l'animation collective, mais qui le propose juste, qui ne l'oblige pas. Donc voilà, et qui permet de se rapprocher en fait de lieux de stage, de lieux de formation, de lieux d'emploi, et qui permettrait en fait qui permettrait d'accueillir des jeunes qui ont aussi un parcours compliqué. Et c'est là où c'est intéressant. En fait, c'est pas parce qu'on sort d'une institution qu'on doit se remettre dans du collectif. Au contraire, il y a un moment, quand on sort de l'institution, on n'a plus envie de collectif et on a envie d'être peinard, d'être tranquille, d'être chez soi. Et ces jeunes-là, ils ont le droit à être tranquille chez soi. C'est quelque chose, en tout cas, nous, on milite pour avoir ce type de logement-là,
On s'aperçoit que c'est souvent lié aux communes et aux maires des communes. Et encore une fois, il n'y a pas cette vision globale qui pourtant devrait être est obligatoire dans les plans locaux de l'habitat qui sont faits par les Comcom et les Com d'Aglo. Mais même au niveau de la dette et du département via les PDLHPD, en fait, on n'a pas cette vision globale. On dit qu'on doit s'inquiéter du logement jeune. C'est bien, mais s'en inquiéter, c'est qu'est-ce qu'on met concrètement en place. Aujourd'hui, ce qui est mis en place, c'est des références de parcours au sein des SIAO avec des personnes qui rappellent des jeunes 3 mois après pour savoir ce qu'ils sont devenus après le 115. Des fois, le jeune, il a changé 8 fois de numéro en 3 mois. Donc voilà, il faut avoir ce suivi de parcours. Peut-être, c'est très intéressant pour des statistiques, mais on doit aussi donner une réponse beaucoup plus immédiate et beaucoup plus rapide. Euh, donc voilà, pour essayer de résumer, un peu synthétiser, aujourd'hui, avant, on était foyer de jeunes travailleurs. Aujourd'hui, on est résidence Habitat Jeunes. Maintenant, on est même association Habitat Jeunes. En fait, on a une multitude de publics qui viennent nous solliciter. Et on a une multitude de publics en fait, qui ont besoin d'être sécurisés dans leur parcours de logement, qui ont besoin d'être accompagnés vers des dispositifs. Pas tous au même degré, pas tous au même niveau. Et on doit de fait proposer des logements et des accompagnements qui vont s'adapter à chacune des situations et pas à chacune des situations que les jeunes ont vécues, mais à chacune des situations dans lesquelles ils sont aujourd'hui et vers lesquelles ils ont envie d'aller. C'est un gros boulot à faire, à mon avis, et c'est vraiment hyper important. Et c'est comme ça qu'on pourra en tout cas faciliter la sécurisation des parcours. C'est notre vision en tout cas. Merci Gaëtan. C'est super riche en fait tout ce que vous nous racontez. Il y a plein de propositions programmatiques, politiques, voilà, organisationnelles. On va peut-être prendre, enfin entamer le temps d'échange partagé. Donc n'hésitez pas à prendre la parole, y compris entre vous, intervenants, là, parce qu'il y a des choses qui sont très complémentaires. Nous, on a évidemment des petites listes de questions, mais c'est pas à nous nécessairement à poser les questions. Ou des réactions. Voilà. Je vous cède très volontiers le micro. Euh, c'est toujours difficile de démarrer. Ah, très bien. Vas-y, Julien. Comme c'est toujours difficile de démarrer, il faut bien Ouais. qu'il y ait un silence. Euh, Moi, j'avais peut-être. Merci. C'est toujours super intéressant de voir aussi ce qui se passe sur des territoires différents, de constater qu'il y a des préoccupations communes. Alors, comme vous l'avez vu, nous, notre présentation, elle a cherché à la fois à s'intéresser à ce qui se passe dans les institutions, mais aussi en dehors, etc. Mais on voit, mine de rien, alors Gaëtan parlait de ce qui disait, on continue d'appeler ça l'errance l'errance résidentielle, mais finalement, au final, nous, on aurait tendance à qualifier ça de parcours d'habitat précaire, parce qu'en fait, c'est des choses qui ne renvoient pas à une forme d'errance, mais aussi à des déplacements, des mobilités. Et puis, ça permet peut-être de préciser un truc, parce que je crois qu'Ali disait à un moment donné, Habitat de Passage, il faisait l'association Habitat de Passage et court séjour. En fait, c'est aussi des habitats de passage qui peuvent être des habitats de passage qui s'inscrivent dans le temps long. On a des personnes qui ont été hébergées par des particuliers pendant plusieurs mois, même plusieurs années dans Oui. certains cas. Euh, on voit bien que c'est surtout le caractère. Il y a deux éléments, hein. Il y a le caractère un peu indéterminé du séjour. Ça, c'est cette précarité temporelle qui pèse, hein, notamment au regard du statut. Et puis, et matériel. Et puis, il y a ce côté de savoir qu'on n'a pas vocation à y rester. C'est-à-dire que tôt ou tard, il faudra en partir. La question, c'est le tôt ou tard. Donc, ça, c'est les éléments. Peut-être je voulais réagir à ce que disait Ali sur les questions de logement d'abord et sur cette question des politiques en fait publiques qui s'adresseraient spécifiquement aux jeunes ou pas. En fait, évidemment que nous, au regard de ce qu'on observe sur différents territoires et au travers de nos différentes enquêtes, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas une politique d'hébergement et d'accès au logement aujourd'hui en France. C'est pas que spécifique aux jeunes, c'est qu'il n'y a pas une politique établie. Il y a une cohabitation entre finalement une tentative d'organisation politique qui s'est plutôt jouée fin des années 90, début des années 2000,
avec la volonté d'avoir un modèle un peu articulé avec un pôle de l'urgence, un pôle de l'insertion, un pôle de l'accès au logement. Ça, en fait, ça n'a jamais vraiment tout à fait fonctionné de façon très articulée, même quand bien même on nous l'a présenté comme un modèle. Et puis là, il y a maintenant effectivement des initiatives très tournées sous la forme de dispositifs, du développement de dispositifs, d'initiatives, et ça qui est quelque chose qu'on observe alors dans le champ de l'hébergement et de l'accès au logement, mais comme dans d'autres politiques, hein, cette espèce d'incitation aux bonnes pratiques, à développer des initiatives qui vont démontrer leur pertinence par ailleurs, etc. Et là, pour le coup, notamment, je pense au cas lyonnais, ou des initiatives logement d'abord jeunes, en fait, il y en a plein, c'est même presque celles qui se sont développées le plus facilement, en réalité, sur le territoire de la métropole lyonnaise, notamment pour les jeunes sortant de l'ASE, mais pas exclusivement. Et puis les dispositifs, un chez soi d'abord jeunes qui se sont développés, logement d'abord jeunes qui se sont développés sur certains territoires. Mais on rejoint totalement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas ça qui constitue une politique. Ça constitue des dispositifs qui créent des opportunités, mais qui ne donnent pas une ligne directrice sur comment agir, etc. Après, moi, j'avais des questions, parce que l'un comme l'autre, vous avez à différentes reprises indiqué que ça ne marchait pas pour tous les jeunes, ou en tout cas, les propositions que vous faisiez n'étaient pas valables pour tous les jeunes. C'est vrai que nous, sur ces questions-là, en particulier moi, qui me suis beaucoup intéressé à ces questions de logique catégorielle et à la construction des publics dans les questions de recours ou de non-recours aux dispositifs existants, je suis assez curieux de savoir quels sont les critères qui font que les dispositifs que vous mettez en œuvre sont adaptés plus ou moins en fait à certains publics, à certains jeunes et pas à d'autres, et pour quelles raisons. Donc voilà, c'était un peu commentaire, question, ouverture, juste pour pas laisser aussi le chat sans réaction. Julien, si tu me permets, juste parce que c'est une question qu'on se posait avec Mélodie et qui a été abordée dans ton intervention et qu'on souhaitait reposer explicitement, on l'a bien compris, il y avait des temporalités différenciées, parce qu'Ali l'a notamment bien dit, ça peut aller d'une journée à plusieurs jours. Et en même temps, se questionner sur, en moyenne, je ne sais pas si la moyenne dit d'ailleurs quelque chose, mais en moyenne, les jeunes, ils restent combien de temps? Et vous exprimiez l'un comme l'autre le fait que les jeunes, a priori, restent ou auraient envie parfois de rester plus longtemps. Et du coup, bon, on se questionnait en disant, après 18 mois, si ça marche pas, il se passe quoi? Voilà, je vous laisse répondre et sur ce qui marche moins bien. Voilà. Oui. Je vous donne un exemple simple, hein, pratico-pratique. En 2017, la résidence ouvre ses portes en 2013. En 2017, j'ai les chiffres en tête, hein, on était à une durée. Alors, je parle de résidence habitat jeune FJT, hein. Donc là, la durée réglementaire, c'est 12 mois, éventuellement renouvelable 12 mois supplémentaires, sous dérogation que le directeur ou la directrice peut prendre si le projet du jeune le justifie. Voilà, on va dire grosso modo, c'est 12 mois, mais on peut aller à 14, 15, 16, voire 24 dans certaines situations. Au-delà, logiquement, au-delà de 24 mois, c'est plus possible en résidence habitat jeune. En 2017, moi, j'étais à une durée moyenne de séjour. Ce qu'on appelle une durée moyenne de séjour, c'est la durée moyenne de stabilisation du projet socio-professionnel du jeune. Il a les ressources suffisantes, il est suffisamment capitalisé pour payer le mois le dépôt de garantie, l'ouverture des compteurs, etc., etc., etc. Parce qu'il arrive, il débarque, voilà, il n'a pas de soutien familial forcément. 7,5 mois. On était à peu près à ça. Aujourd'hui, je suis plus près des 12 mois. 2023, j'étais à 11,8 mois. Donc ça traduit quoi? Ça traduit simplement une chose, c'est la précarisation des jeunes. C'est que c'est de plus en plus long pour eux de réunir les conditions suffisantes pour stabiliser leur projet, d'avoir les ressources suffisantes, voire même ils sont obligés d'aller au-delà de 12 mois. Voilà, je ne sais pas si je réponds à cette question-là. Pour l'IML, qui est effectivement 6-6-18 mois, bah, si au bout de 18 mois, bon, en général, au bout de 12 mois, on tire la sirène d'alarme, hein. On va pas, enfin, pour l'instant, nous, on n'en est pas encore à 18 parce qu'on a lancé l'activité en 2023-2024. Mais là, soit effectivement, à un moment donné, eh bien, la personne, on la réoriente, comme le disait Gaëtan tout à l'heure, donc bien en amont hein, de la fin des 18 mois, hein, on repropose effectivement son dossier, entre guillemets, au SIAO, et peut-être que la solution d'un logement autonome de droit commun, ce n'est pas encore suffisamment le moment pour lui, pour des raisons de santé, économique ou autre. Il re-rentre via le SIAO, et là, c'est un collectif au sein du SIAO, il y a plusieurs partenaires du département, et on verra vers quel type de dispositif il peut être orienté selon les problématiques qu'il rencontre. Mais on ne laisse jamais une personne sans aucune solution. Et ensuite, par rapport aux critères dont il était question tout à l'heure, les critères, c'est 16-30 ans. Il faut que le jeune présente un projet socio-professionnel
demandeurs d'emploi potentiels, mais il faut au moins qu'ils soient inscrits véritablement à France Travail avec un minimum de ressources. Parce que Gaëtan le disait tout à l'heure, le reste à charge est de 30 euros, hein. Vous avez l'électricité, le loyer, le chauffage, l'accompagnement, tout est inclus à l'intérieur, hein. Donc, un minimum de ressources qui vont lui permettre de payer le reste à charge et de pouvoir s'alimenter et s'habiller. Bien sûr, il y a toute l'équipe socio-éducative qui va l'accompagner pour mobiliser des épiceries solidaires s'il y a besoin. Enfin, on ne développe pas ici tout le travail qu'on mène en interne, parce que sinon on pourrait y passer la journée, mais on peut être assez fier quand même du travail qu'on fait en centre de résidence Habitat Jeune. Euh, voilà, les critères, ils sont ceux-là. Donc, après, au niveau moi, bien au contraire, je continuerai à défendre le modèle collectif. Il faut démultiplier les solutions, ça c'est sûr, les diversifier les solutions pour répondre au plus près des besoins des uns et des autres et de leurs attentes. Ça, c'est une certitude et sur les territoires aussi. On ne peut pas multiplier les collectifs parce que c'est un coût énorme. Aujourd'hui, trouver le foncier, avoir les finances suffisantes pour équilibrer le budget parce que les coûts des matériaux augmentent, etc., etc. C'est beaucoup plus compliqué de sortir un projet de terre aujourd'hui qu'il ne l'était dans les débuts des années 2010. Ça, c'est clair, net et précis. Par contre, je continue à défendre à la fois des solutions individuelles de logement et le collectif. Moi, chaque année, quand on a un questionnaire à l'entrée des résidents, on leur pose la question, pourquoi la solution FJT? Alors, grosso modo, on a à peu près une quarantaine de pourcents. Alors, ils priorisent, hein, ils mettent en premier choix, deuxième choix. Ça ne veut pas dire qu'il y a une compétition entre eux, mais qu'est-ce qu'ils mettent en premier? Souvent, ils disent, c'est le prix. Voilà. Grosso modo, on va dire à 40%, ils me disent, c'est le tarif. Ensuite, vient les modalités pratiques dont Gaëtan a parlé tout à l'heure. C'est relativement souple d'accéder à une résidence habitat jeune. Il n'y a pas, voilà, au niveau administratif, ils sont accompagnés, c'est relativement souple. Et même d'en partir, c'est 8 jours de préavis. Donc, on favorise aussi l'hypermobilité. Mais on a quand même 25% des jeunes qui nous mettent, nous, en moyenne, hein, ici, je veux être avec d'autres jeunes. Donc, la question je mets en premier, non pas la question des finances ou la question de trucs, c'est je veux être avec d'autres jeunes. Donc, la solution du collectif, elle a du bon aussi. C'est-à-dire qu'on favorise aussi la mixité sociale, on revient quand même à l'origine de ce qui est le fondement de l'habitat jeune, qui est issu d'un mouvement d'éducation populaire, qu'il ne faut pas qu'on renie aujourd'hui, c'est quand même favoriser la mixité sociale et il se passe des choses, mais oui, on a des difficultés aujourd'hui avec l'évolution de la jeunesse qui a des problématiques même de santé mentale aujourd'hui. On a des pressions, mais ces pressions, elles ne viennent pas des jeunes elles-mêmes. C'est pas qu'il y a plus de jeunes aujourd'hui qui ont des problématiques psychiques ou autres. Oui, c'est une réalité, mais c'est les politiques publiques qui nous poussent aujourd'hui. C'est ça la réalité. Et du coup, on les voit plus visibles parce qu'ils sont à nos portes. Avant, les choses étaient plus claires. Oui, oui, il y a eu le Covid avant, etc. Mais c'est pas que. Oui, il y a des problématiques peut-être un peu plus marquées aujourd'hui. Mais n'empêche, quand on envoie les politiques publiques, et je rejoins tout à fait Gaëtan là-dessus, moi, on pourrait en parler longtemps. Quand vous voyez la réforme de la prestation de services socio-éducatifs de la CAF, si vous voulez, pour comprendre un peu comment fonctionne un habitat jeune, on relève de deux codes. Deux codes. Le code de construction et de l'habitation, qui va plutôt nous renvoyer, lui, sur un public solidaire, c'est-à-dire l'État, les jeunes en situation de précarité, d'accord? Et on a le volet code de l'action sociale et des familles, qui, lui, va nous renvoyer plutôt vers la politique famille, la CNAF, la Caisse nationale des allocations familiales, hein, voilà, qui, elle, jusqu'à maintenant, était garante, et elle l'est toujours, des publics, justement, jeunes travailleurs. L'État, lui, de son côté, construction de l'habitation, avec le volet résidence sociale, parce qu'on est véritablement une résidence sociale habitation. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les deux statuts juridiques, mais c'est cette dualité des deux statuts juridiques qui nous font nous mettre aujourd'hui face à des situations compliquées, où on a justement l'État et les politiques publiques qui viennent petit à petit nous imposer de manière différente, voire même conditionner certains financements, même au niveau des collectivités. Je vous finance, je vous subventionne à condition que vous accueilliez des jeunes de tel et tel, tel profil. Et du coup, nous, effectivement, avec nos moyens humains, et Gaëtan l'a rappelé tout à l'heure, on n'est pas du tout dans des ratios de ressources humaines, les mêmes que ceux d'une MEX. Moi, j'ai 122 sur la résidence, je n'ai pas parlé des moyens humains. Il y a 122 jeunes en présentiel. On est une équipe de 10 ETP. Dans une MEX, le ratio, on serait plutôt aux alentours de 95 personnes, tout confondu, avec un plateau technique. Est-ce qu'on s'imagine la différence? C'est énorme. Et effectivement, je suis tout à fait d'accord. Aujourd'hui, des conventions sont signées au niveau national entre les PJJ et les UNAGE. On nous demande effectivement d'accueillir des sortants de prison, des jeunes qui ont des problématiques de psychique. Mais je continue à défendre l'idée le modèle collectif, parce que sur le GERS, ce qu'on parlait tout à l'heure, et parler du foyer soleil, c'est vrai que quand on dit ça, je conclus, hein. On a deux projets en cours, hein. Donc, on a deux projets collectifs qui sont en train de sortir, prochainement sortir en 2025. Ça va être lancé, hein, parce que le collectif va continuer à le défendre. Voilà, mais bref. Merci Ali.
On va peut-être laisser Gaëtan compléter et après on redonnera la parole à Julien et Gabriel. Merci. Sur les temps de séjour, moi, je voulais réagir à la fois là-dessus, à la fois aussi sur le collectif. Les temps de séjour, nous, on est à un peu plus de 6 mois, mais avec deux types différents. Les jeunes qui viennent là, qui sont sur des séjours extrêmement courts, 2, 3 mois, ils viennent sur un job, sur une mission de 2, 3 mois, ou sur un stage de fin d'études, etc. Où là, en fait, c'est du logement qui est prédéfini dans le temps et c'est ce temps de passage-là qui est défini avant même leur arrivée. Et on a effectivement des jeunes qui sont plutôt proches des 24 mois, parce que complexité de se stabiliser dans les ressources financières notamment. Euh, alors nous, il faut savoir que c'est des contrats d'1 mois renouvelables tacitement jusqu'à 24 mois. C'est ce que la CAF nous impose sur les 24 mois. Et puis voilà, on s'aperçoit qu'il y a des jeunes qui se retrouvent dans des galères au bout de 24 mois, parce que si on prend par exemple un job d'insertion, c'est aussi 24 mois la limite, et du coup on arrive à la fin des 24 mois, on se retrouve potentiellement sans job et sans logement, donc c'est complexe. Après, comme disait Ali, on ne laisse jamais un jeune sans solution, on anticipe en termes d'accompagnement, d'où aussi l'avantage d'avoir un clash qui accompagne vers l'extérieur et qui trouve d'autres solutions. Sur le collectif, j'en suis également convaincu. Nous, on a carrément créé une caravelle, un tiers-lieu destiné aux jeunes adultes, pour même amener des jeunes de l'extérieur au sein de la résidence, et du coup partager ces temps collectifs avec d'autres jeunes, et sur des supports en plus. On a fait des créations de podcasts, de fanzines, de théâtre forum, d'expositions. Enfin, voilà, on va volontairement assez loin à la fois dans les sujets mais aussi dans les supports. C'est un truc qui est extrêmement intéressant. Mais là où enfin, moi, où je voulais nuancer un petit peu, c'est hyper important. C'est à nos équipes d'amener les jeunes à participer au collectif, mais ça ne devrait pas être aussi prégnant et aussi obligatoire, en tout cas pour tous les jeunes. On constate aujourd'hui, nous, au sein de la résidence, qu'il y a moins en moins de jeunes qui viennent vers le collectif. C'est de plus en plus compliqué de les mobiliser, tout simplement parce qu'en fait, des jeunes, euh, eh ben, ils sont pas assez tranquilles, ils sont pas assez dans le bien-être, bien dans leur pompe, dans leur tête, pour pouvoir vivre du collectif. Et du coup, ils ont tendance à se renfermer dans leur petit logement. Et voilà, je pense que. Alors, on l'a partagé à notre union régionale, et c'est à peu près global dans beaucoup d'unions régionales, d'FJT dans la région en tout cas. Merci beaucoup Gaëtan et puis de rappeler les problèmes de santé mentale que tu rencontrais qui étaient de plus en plus prégnants du coup. Julien ou Gabriel, je ne sais pas lequel souhaite s'exprimer. Ouais, cette fois, c'était moi. Moi, j'avais deux remarques en vous entendant là, Ali et Gaëtan. C'était, en fait, c'est deux remarques sur cette question du collectif. La première, c'est plus une question, c'est enfin, au regard aussi de ce que nous on a présenté, de ce qui nous intéresse là sur la charte publique des politiques sociales, notamment cette question de la participation des publics directement concernés par les dispositifs ou les politiques qui les concernent. Et du coup, c'était une question un peu générale, mais sur comment les jeunes que vous accompagnez ou que vous pourriez accompagner sont associés à la réflexion que vous pouvez mener sur les habitats, sur le dispositif en lui-même. Gaëtan, tu évoquais à un moment le foyer soleil. Est-ce que ça, en fait, c'est des choses qui sont est-ce que vous partagez en fait, est-ce que vous présentez ces possibilités-là aux jeunes, est-ce qu'ils vous en disent des choses, etc. Et idem, ce que tu disais, Ali, sur cette dimension du collectif, en fait, comment elle est discutée. Alors, tu donnais des exemples là de ce que disaient les jeunes, mais ça se traduit comment en fait? C'est des échanges informels autour d'un café, c'est des temps
Alors là, je parle aussi au regard de nos travaux, mais des temps d'enquête collective, en fait, sur savoir ce qui importe pour les uns et pour les autres dans ces habitats, etc. Donc voilà, ça, c'était un premier ensemble de questions. Et le deuxième, c'était sur la question de ce que vous entendiez par collectif, parce qu'en fait, il y a une sorte d'implicite ou une sorte d'accord sur ce que serait le collectif dans la manière dont vous l'avez présenté, mais le collectif, il peut prendre des formes extrêmement différentes. C'est à la fois potentiellement des habitats partagés où on partage un appartement dans une sorte de colocation, hein. C'était l'exemple un peu là que je reprenais de Aïssatou qui est dans un hébergement et du coup là la dimension collective elle se traduit dans le fait de partager et d'habiter avec une autre personne dans l'appartement. Le collectif, ça peut se traduire non pas tant par l'habitat, mais par des temps. Là, je pense à un dispositif logement d'abord sur Lyon où on a mené l'enquête et où du coup les jeunes vivent dans des appartements, dans des studios ou dans des terrains seuls et du coup ils ont des temps collectifs qui sont organisés, donc c'est des sorties, sorties au lac, sorties dans des activités, etc. Et donc voilà, du coup ce collectif il prend des formes multiples, mais du coup il est aussi en tension avec ce que nous on appelait ce droit à la tranquillité. Et donc c'est aussi pour ça là moi qui m'intéressait, enfin nous il nous intéresse ce droit à la tranquillité parce qu'il a un potentiel aussi normatif de dire en fait qu'est-ce qu'il faudrait faire, comment on le préserve, comment on le pense, etc. Et donc en fait c'est cette articulation là, comment en fait on pense ou vous pensez des espaces, des moments collectifs, tout en pensant en même temps des moments où ce droit à la tranquillité qui passe par des choses très fines, hein, ce que tu disais Gaëtan, bah, finalement on est obligé de passer devant les professionnels pour sortir, ou on est obligé nos invités, si on peut recevoir des invités, ce qui n'est pas toujours le cas dans des institutions collectives comme ça, bah, nos invités sont obligés de passer devant les professionnels. Enfin, voilà, nous, on avait aussi des situations comme ça de personnes qui ne pouvaient pas recevoir. Et effectivement, la porte d'entrée, bah, il y a toujours les professionnels qui passent. Donc, il fallait attendre les heures de la nuit ou jouer. Enfin, il y avait un jeu avec les professionnels pour faire venir des personnes, parce que c'était important aussi dans l'expérience de se sentir chez soi. Donc voilà, du coup, c'était un peu ça pour essayer un peu de complexifier cette question du collectif avec cette question du droit à la tranquillité pour le prendre dans une tension et pas simplement dans une seule direction. Ouais, et puis juste pour compléter, puis en réaction à ce que disait Ali comme chiffre, en disant qu'il y a 25% des jeunes qui disent, je crois que c'était ça le chiffre que tu donnais, qui était le fait de dire que 25% voulaient vivre avec d'autres jeunes. En fait, je pense qu'il y a un élément dont il faut aussi, enfin, dont il ne faut pas se méfier, mais en tout cas une compréhension qu'il faut, au regard de nos études, nos recherches, etc., et qui rejoint pour partie, mais qui se décale sur une autre partie, c'est que oui, on a un certain nombre de jeunes qui disent vouloir vivre avec d'autres jeunes aussi, dans des colloques, dans un certain nombre d'espaces, etc. Mais vouloir vivre avec d'autres jeunes, ça ne veut pas nécessairement dire vouloir vivre dans un habitat collectif institutionnel, en fait. Parce que ça, un habitat collectif institutionnel, c'est, comme le disait Gabriel, des règles, des contraintes, etc. Ça peut être un support, pour effectivement, pour tout un tas de personnes. Et dans ces cas-là, des personnes nous disent vouloir habiter dans des hébergements institutionnels collectifs, d'ailleurs, certaines, pas nombreuses, mais quelques-unes. En revanche, le souhait de vouloir habiter avec les jeunes, d'en faire le rapprochement assez direct avec la question de l'habitat collectif, je pense que c'est, pour le coup, je ne suis pas tout à fait certain de ce lien direct. Voilà. Alors, avant que Gaëtan et Ali ne répondent, je me permets d'intervenir, savoir s'il y a une ultime question qui va de pair, dans la mesure où on s'évertue à boucler notre webinaire à midi. Donc, Ali et Gaëtan, je suis désolé de vous dire qu'il vous reste chacun 2 minutes pour répondre à 2 questions. En fait, on crée de la frustration pour avoir le plaisir de se retrouver pour poursuivre le débat, vous l'aurez compris. Donc, il vous reste 2 minutes et ça sera la conclusion provisoire. Allez, Dans l'ordre que vous voulez. Ali, à allez, toi. je commence par mes 2 minutes. Comment c'est formalisé? Alors, déjà, il faut savoir que l'habitat jeune, effectivement, c'est deux fonctions. Elles sont indissociables, elles font partie. On ne peut pas parler de projet social habitat jeune s'il n'y a pas la fonction socio-éducative et la fonction collective. Elles sont indissociables. Ensuite, comment, effectivement, on permet aux jeunes de participer? Moi,
Je vous invite à venir nous rencontrer dans le Gers parce que c'est pas du déclaratif, hein. Je n'ai pas de souci de mobilisation de jeunes au sein de la résidence autour d'actions collectives. Il n'y a aucune obligation à un jeune de participer à une animation ou pas. Il y a un affichage, il y a de la communication qui est faite par l'affichage dynamique, de l'affichage. C'est les moyens qu'on se donne aussi. Moi, j'ai deux animateurs sociaux. C'est aussi, à un moment donné, l'établissement et le directeur quel choix de compétences il souhaite mettre au sein de la structure. J'ai deux animateurs BPGEPS au sein de la structure qui ne sont en charge que de l'animation collective et aussi de maîtres de maison, mais d'animation collective. Donc, ils mettent un programme. Il y a un CVS, un conseil à la vie sociale, donc qui réunit des jeunes et qui se réunissent tous les 2, 3 mois pour faire l'analyse à la fois des animations, pas que, hein, mais des animations qui ont été proposées et qu'est-ce qu'ils envisagent de faire. On met en place des questionnaires à l'entrée du jeune quand il arrive, mais aussi à la sortie quand il s'en va, pour collecter tout ça et voir un petit peu quel type d'animation on peut proposer. Pour continuer là-dessus, sur la question du collectif, moi, je continue à maintenir, et je dis qu'effectivement, les jeunes viennent chercher du collectif, non pas institutionnel, mais pour être avec d'autres jeunes. Et ensuite, par rapport à la question de la tranquillité, on est aussi un établissement social et médico-social qui relevant de la loi du 2 janvier 2002. On est évalué, on a une démarche prestation de qualité continue. Et la question du respect de l'intimité des personnes et de leur libre choix, non, 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 mais vous pouvez sourire, moi je vous le dis clairement. Je viens de sortir de l'évaluation. 183 critères, on a été passé à la moulinette pendant 3 jours. Les jeunes ont été interrogés par les évaluateurs. Donc je peux vous garantir que la question du choix du jeune, s'il participe pas aux animations, ou de l'intimité. Ils ont des logements à titre privatif. Ils sont libres. Personne ne rentre dans leur logement en leur absence, sauf cas de force majeure et on les prévient parce qu'il y a de l'eau qui sort sous la porte ou on a un début d'incendie. Donc, c'est des établissements semi-privés, certes, ou semi-publics, on vit comme on veut, mais à aucun moment, l'intimité ou la tranquillité du jeune n'est violée. À aucun moment, quand on souhaite le rencontrer, il y a un affichage qui est affiché. Ensuite, effectivement, c'est de l'accueil, on va dire, collectif. Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, c'est communautaire. C'est-à-dire qu'on ne mange pas ensemble, on n'est pas obligé de manger ensemble, on n'est pas obligé de se voir, on n'est pas obligé de se dire bonjour, on est libre de vivre. Par contre, voilà. Non, je vais très très Oui, vite, je Ali, sais en qu'elle est fait, brutalement voilà, comme je ça, veux mais juste. Merci, Ali. On sent qu'il y a un petit débat qui va se poursuivre, mais c'est bien. ah Gaël, oui, j'aurais aimé le voir, mais à tête oui, oui, mais on le reposée, fera idée une autre. motivée. On se donne une perspective 2025. Gaëtan, est-ce que tu veux bien? Du coup, c'est toi qui conclus et on t'en remercie. Je En quelques mots. Alors, sur comment on interroge les jeunes, en fait, nous, on est beaucoup dans de la relation informelle avec ces jeunes-là. On a un éduc, alors c'est l'avantage aussi d'être sur leur lieu de passage et leur lieu de vie. On a un éduc qui est très performant là-dedans, où il va voir les jeunes, il discute avec eux, il prend le temps de discuter, de les consulter, de voir comment on pourrait améliorer ça. Quand on a un vrai projet, là, on réunit les jeunes, on est en train d'essayer de restructurer notre bâtiment, on a réuni les jeunes en leur demandant l'habitat rêvé. L'habitat rêvé, mais l'habitat rêvé, quand on a connu que pas grand-chose, des fois, on a eu la réponse aussi, bah, moi, ça me va ce que j'ai un toit et 4 murs, c'est largement suffisant. Donc voilà. Sur le droit à la tranquillité, moi je pense que c'est vraiment hyper essentiel en fait. Et oui, certains veulent, nous aussi on a ces stats hein, comme Ali où une réalité. Certains jeunes ont envie d'habiter avec d'autres jeunes, mais on a aussi des jeunes qui ont envie d'habiter avec d'autres jeunes, mais qui ne sont pas en capacité de fermer leurs portes pour certaines visites intramuros et du coup qui se retrouvent à des difficultés. On a des jeunes qui ne savent clairement pas se protéger. Donc ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, à mon avis, quand on est dans un immeuble avec 50 autres jeunes, il faut repenser ces immeubles avec plusieurs entrées, avec plusieurs espaces de vie, où là, les jeunes pourraient choisir quand ils ont envie d'aller partager un moment, parce qu'ils ont envie de partager un moment et pas se sentir isolés complètement. Mais il y a des moments où ils ont envie qu'on leur foute la paix. Et nous, on est encore sous le format cuisine collective. Et puis même au-delà de ça, voilà, un étage, ça fait 12 logements. Donc, quand on sort de chez soi, on peut potentiellement croiser un voisin qu'on n'a pas envie de voir parce qu'on s'est pris la tête avec lui ou juste parce qu'on n'est pas de bonne humeur et qu'on n'a pas envie de parler. Et ça nous arrive à tous. Et eux n'ont pas cette possibilité-là. Donc voilà. Merci Gaëtan pour cette invitation à repenser les lieux, pour le bien de tous et de chacun. Il nous reste pas de temps, si ce n'est celui de vous remercier encore énormément pour la richesse de vos interventions et vous rappeler donc que vous serez à nouveau
entendable, écoutable, sur enfin, on va essayer d'être assez rapide pour permettre l'écoute de ce webinaire. Et éventuellement, si vous le voulez bien, Julien et Gabriel, associés à votre support, si vous voulez bien le partager. Et sinon, donc, on vient de clore là une session de 5 webinaires. On ose espérer et se dire qu'on poursuivra l'an prochain, même si on ne sait pas encore exactement le format, la composition. Mais en tout cas, vous avez compris que la richesse des débats nous invite à des poursuites. Voilà, donc merci. On reste en contact les uns avec les autres si vous voulez bien pour pouvoir réfléchir à des suites. On aura quelques suggestions ou propositions éventuelles à vous faire. Merci Gaëtan, merci Ali, merci Gabriel, Julien, merci à toutes et à tous et bon appétit. À très bientôt. Merci. Merci, au revoir.